Aujourd'hui, je vais réaliser l'audit du site internet de Marion Trévet, fondatrice de Mamizette. Alors Marion, ce que tu as fait avec Mamizette, j'adore. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à l'ère du tout numérique, tout digital, on communique beaucoup via les réseaux sociaux, par mail, via les applis telles que WhatsApp, Zoom, etc. Mais il y a un truc qu'on fait rarement, voire jamais, c'est communiquer par courrier. Et surtout, garder un lien avec des personnes qui ne sont pas forcément tout numériques, notamment nos parents, nos grands-parents, etc. Et Mamizette, c'est quoi? C'est tout simplement une appli très simple à utiliser avec lequel on prend un abonnement et on peut tout simplement envoyer nos photos. Donc on insère nos photos, on met un petit mot doux et Mamizette s'occupe d'envoyer nos photos à nos proches, à les personnes qu'on a choisies et notamment nos grands-parents. C'est hyper simple et à l'inverse d'un simple SMS, d'un mail ou d'un message WhatsApp, quand on ouvre notre boîte aux lettres et quand nos grands-parents vont ouvrir notre boîte aux lettres, ils reçoivent vraiment nos photos avec un petit mot doux et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci pour cette appli que tu as montée, c'est vraiment top. Alors je vais maintenant faire l'audit de ton site internet que tu as réalisé pour faire la promotion de ton appli et de Mamizette. Alors on va dans un premier temps voir le premier ressenti quand on arrive sur ton site internet. Ensuite, on va parler de la navigation et de l'expérience utilisateur. Est-ce que ton site est fluide, intuitif? Est-ce qu'on trouve toutes les informations facilement? On va aussi parler des pages essentielles. Est-ce qu'il te manque des informations? On va aussi analyser un petit peu plus en profondeur la page d'accueil parce que c'est vraiment la vitrine du site, donc elle doit capter l'attention de suite et en quelques secondes. On va bien sûr parler du référencement naturel et essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est et comment l'améliorer sur ton site internet. On va voir ensemble très rapidement la performance du site et comment améliorer sans connaissance technique quelques petits trucs. Et on verra ensuite la clarté de ton offre, de ta prestation avec quelques notions de stratégie marketing. Alors, le premier ressenti quand on arrive sur ton site internet mamizette.com, bah, écoute, il est très bon. Pourquoi? Parce que les couleurs sont claires, il y a un rappel en plus au niveau de ton logo du rose. On sait en plus bah, de suite ce que c'est en fait, hein, le cadeau qui touchera vraiment le cœur de mamie et papy. On a vite le détail. Ici, tu as mis les personnes qui parlent de Mamizette et donc du coup, ben, ça rassure de suite, hein, parce que c'est voilà, on voit Marie-Claire, France 3, Europe 1, c'est quand même des médias connus, donc c'est vraiment très bien. Et puis c'est fluide et puis il y a une harmonie entre le côté photo, le côté texte, etc. Tu as pris des typos, donc des typos, les typographies, ce sont les polices utilisées qui sont faciles à lire. Donc non, vraiment, la première impression est très bonne. En plus, comme tu es sur un site où on achète quelque chose en ligne, puisqu'on prend l'abonnement en ligne, bah, c'est vrai que ça rassure. C'est vraiment très important, hein. C'est vrai que je le dis pas, je pense pas que j'ai déjà dit, mais quand vous faites un site internet où notamment où la personne doit payer la prestation directement en ligne, le fait d'avoir un site qui, dès la première impression, rassure, ça va faciliter derrière l'achat pour la personne. C'est vraiment important par rapport à ça. Alors, au niveau de la navigation et de l'expérience utilisateur, alors c'est quoi ça exactement? En fait, c'est est-ce que sur un site internet, c'est facile de trouver l'information? Est-ce que c'est fluide? Parce que si c'est pas assez fluide, si c'est pas simple de trouver une information, qu'est-ce qui va se passer? L'internaute, il va zapper, il va aller ailleurs. Donc c'est pour ça que ce qu'on appelle la navigation, l'expérience utilisateur, c'est important de prendre le temps de le mettre en place sur son site internet, de se mettre à la place de l'internaute et de regarder ce qu'on appelle en combien de clics ou en combien de secondes l'internaute, s'il veut par exemple me contacter, où est-ce qu'il trouve l'information. S'il veut prendre l'abonnement à Mamizette, sur quel bouton il a appuyé? Est-ce que c'est facile à réaliser, à faire? Donc ça, c'est vraiment important à se pencher là-dessus. Et c'est peut-être un petit peu ce qui pêche sur ton site internet. Tu as choisi en fait de ne pas mettre de menu ici. Et alors, je sais qu'en termes marketing, c'est quelque chose qui fonctionne quand on arrive sur une page pour acheter un produit, ne pas avoir le menu pour que la personne se concentre sur cette page-là qui est faite d'une certaine manière en fait pour l'emmener vers le bouton pour acheter.
C'est d'ailleurs ce que j'ai, hein, sur mes propres pages d'offres. Mais sur la page d'accueil du site, c'est quand même important de mettre un menu. Parce que même si en effet, hein, tu as qu'une seule offre, hein, l'abonnement à Mamisette, tu aurais pu faire en fait, voilà, ce qu'on appelle, typiquement entre guillemets «une landing page» ou voilà. Mais je trouve en fait que le menu manque à ton site. Pourquoi? Parce que tu es sur un public, je pense, qui a besoin d'être rassuré. Même si, on va offrir quelque chose plutôt aux parents, aux grands-parents, qui sont pas dans l'ère, tout numérique, c'est plutôt les enfants qui vont souscrire à cet abonnement. Je pense qu'il y a quand même besoin de ce fameux menu pour tout simplement, tu vois, là, j'ai envie de te contacter pour en savoir plus, pour X raisons, je sais pas. Ou tout simplement parce que je suis un média et que je souhaite faire la promotion de ma misette, et ben là, typiquement, je sais pas où aller, tu vois? Et je pense que ça pèche au niveau vraiment de ton site internet. Même si on va en bas et on a un petit peu un menu dans ce qu'on appelle le footer. Le footer, c'est le bas du site qui va rester le même sur toutes les pages. Je pense que dans ce qu'on appelle à l'inverse le header, donc le header c'est ici, hein, on le voit, hein, qui reste en permanence sur la page de ton, des différentes pages de ton site internet, pardon. Je pense qu'il est vraiment important de retravailler ce header avec un vrai menu. Donc je ferai vraiment un travail pour créer vraiment un menu qui pour moi est vraiment essentiel à ton site internet. Alors le menu, ça pourrait être quoi? Ben, accueil. Toujours important de mettre le mot accueil parce que tout le monde ne sait pas qu'en cliquant sur le logo, on revient sur cette fameuse page d'accueil. Ensuite, ça peut être c'est quoi ma misette? Ça peut être abonnement ou tarif. Qui sommes-nous? Témoignage, la foire aux questions, donc marqué FAQ, c'est plus simple et maintenant les personnes savent ce que c'est. Le blog et contact ou contactez-nous. Et avec derrière, donc là c'est le petit bonhomme pour arriver, pour se connecter à l'application. Soit tu laisses le bonhomme, soit tu mets connexion ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est important au niveau de l'expérience utilisateur que tu retravailles ça pour vraiment avoir un menu vraiment efficace qui permette aux personnes d'aller aux informations qu'elles cherchent. Parce que là, c'est pas le cas. On est obligé de défiler. Et alors même si il y a l'essentiel, hein, on comprend rapidement ce que c'est, on voit l'abonnement, il y a des photos qui nous permettent de voir réellement ce que c'est ma misette, mais il faut quand même chercher l'information. Il faut quand même défiler. Donc ça, c'est important de retravailler là-dessus parce que tu as en effet mis un menu en bas, dans ce qu'on appelle le footer. Donc le footer, c'est une partie du site en bas du site qui est présente sur toutes tes pages. Mais c'est pas judicieux. On peut en effet rajouter un menu en bas, mais il faut vraiment toujours avoir ce menu en haut de page. C'est vraiment très très important. Après, au niveau, ce qui est bien, c'est que tu as fait des boutons qui sont facilement identifiables avec ce rouge, rouge-rose. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui est bien aussi sur ton site, c'est que tu as au niveau des liens externes fait l'ouverture vers un nouvel onglet. Au sein d'un site internet, il y a deux types de liens. Les liens internes, c'est-à-dire qu'on va faire un lien vers une page de son propre site internet, et il y a des liens externes, c'est-à-dire on va faire un lien vers un autre site internet. Donc là, par exemple, je suis sur la page d'accueil de ma misette. Quand je clique sur questions fréquentes, qui est une page liée au site de ma misette, je clique dessus, j'arrive sur la page, mais vous avez vu que là, je suis plus sur la page d'accueil. J'ai un seul onglet d'ouvert. Donc là, il n'y a pas de souci, je peux facilement retourner sur la page d'accueil, je suis sur le même site internet. Quand on fait un lien vers un site externe, notamment ici par exemple Marie-Claire, je clique dessus et je dois faire une manipulation, hein, quand je fais le lien au sein de l'interface de mon site, bien l'ouvrir vers un lien externe, donc l'ouvrir vers un nouvel onglet pour que vous le voyez ici. Ici, j'ai deux onglets. Je garde l'onglet de la page d'accueil de ma misette pour pouvoir revenir dessus facilement. Et le lien vers Marie-Claire, c'est affiché dans un nouvel onglet. Donc ça, c'est top. Continue à faire ça, c'est très bien. Ça évite de perdre l'internaute. Donc, par contre, il n'y a pas tes réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est une volonté de ta part ou pas? Je ne sais pas.
parce que je sais que tu as une page Facebook et aussi un compte Instagram. Donc, je ne sais pas si tu as une chaîne YouTube ou autre. Alors, les réseaux sociaux, en effet, on les met en avant que si c'est pertinent et si c'est aussi un choix. Voilà, si on a des réseaux sociaux, qu'on a une page Facebook qu'on n'utilise pas du tout, en effet, c'est pas intéressant de la mettre. Mais à voir de ton côté si ce serait pas intéressant de mettre les réseaux sociaux ici, donc de faire les petits icônes là, à ce niveau-là. Donc par exemple ici sur le site de Cécile avec qui je travaille, voilà, on a mis les réseaux sociaux à ce niveau-là. Et on les a remis aussi en bas. Donc à toi de voir si ce serait pas important aussi de mettre les réseaux sociaux ici en haut de page et aussi en bas de page. Alors, ce que je te conseille aussi de faire sur ton site internet pour améliorer la navigation et l'expérience utilisateur, c'est de travailler ton footer. Le footer, c'est quoi? C'est ce fameux bloc en bas de page, ici, qui va être le même sur toutes tes pages de ton site internet. Alors, c'est pas à négliger, pourquoi? Parce que beaucoup d'internautes vont au niveau du footer pour avoir les différentes informations. Donc, ici, tu as choisi simplement de mettre un menu et le mamisette, le copyright. Moi, je te conseille de rajouter aussi ton logo, de rajouter tes coordonnées. Donc, si tu ne veux pas mettre de numéro de téléphone, avoir au moins ici ton mail en bas. De rajouter un petit texte qui sera optimisé pour le référencement en choisissant les bons mots-clés. Ce sera un petit plus pour ton référencement. Rajouter les réseaux sociaux. Et si tu veux rajouter un menu, que celui-ci soit pertinent, donc quasiment en fait le même qui est en haut, et toutes les pages relatives aux mentions légales, CGV, etc., ne pas les mettre dans le menu, les mettre en dessous. Donc je vais te montrer un petit peu, on va dire, le footer type. Tu vois, un petit texte ici qui va me permettre d'optimiser un petit peu mon référencement avec des mots-clés, mon logo, mes réseaux sociaux, mes coordonnées. Alors tu peux le faire différemment, bien sûr. Alors j'ai pas choisi de mettre des onglets, un menu ici, mais j'aurais pu rajouter contact, mes offres, partenariat par exemple, des choses comme ça. Et en fait, mettre en bas, alors au niveau du copyright, attention que ce soit la bonne année, parce que tu vois, tu es sur 2023. Donc il faut penser, soit c'est pas automatique et tu dois changer tous les ans, soit c'est quelque chose d'automatique et tu n'as rien à y toucher. Et derrière, avoir les liens vers la page mention légale, la politique de protection des données, les CGV, etc. Donc les pages essentielles, on en reparlera un petit peu. Mais ça, c'est important de le retravailler, c'est un plus derrière au niveau de la navigation. Alors, on va maintenant parler des pages essentielles du site. Alors, j'ai tendance à me répéter au niveau de mes audits, mais ce qui est important de savoir, c'est que une information, un thème égale une page. C'est vraiment important. À part en effet sur la page d'accueil où on va répondre aux questions qui, pourquoi, comment, combien, où, etc., où on a plusieurs informations. Le reste des pages, c'est vraiment un thème égale une page. C'est très important. On parle des tarifs, on prend une page tarif. On ne met pas les tarifs sur la page contact, par exemple. C'est important, tout simplement, parce que c'est beaucoup plus efficace que d'avoir une page avec tout à l'intérieur, qu'on va parler un petit peu de page fourre-tout, et l'internaute va se perdre. À part la page d'accueil, on en reviendra tout à l'heure, qui a une structure qui permet d'avoir plusieurs informations, on va dire, les autres pages, c'est un thème égale une page. Alors, est-ce que le site Mamisette a toutes les pages? Alors, le souci de ne pas avoir de menu ici, c'est que du coup, je suis en fait obligée de chercher tes pages au sein du site. Tu vois, donc la navigation, l'expérience utilisateur, du coup, il faut vraiment retravailler à ce niveau-là. Alors, bon, on a bien sûr forcément une page d'accueil, on la détaillera tout à l'heure. La page à propos, Mamisette, c'est bien, mais pourquoi est né ce projet? Qui est-ce qui est derrière Mamisette? Tu vois, je cherche, voilà. Et en effet, je l'ai au niveau du footer, à propos. Alors que ton histoire est hyper intéressante, donc mets vraiment en avant à ce niveau-là. Donc la page à propos, je l'ai, donc en savoir plus sur Mamisette, ses partenaires, etc. Donc, qui sommes-nous? C'est top. Il n'y a pas de souci. Je la ferai peut-être un petit peu différemment. Je ne mettrai pas en savoir plus sur Mamisette et ses partenaires. Tu vois, je voudrais vraiment
que tu montres le côté humain, parce que c'est vraiment quelque chose d'humain ce que tu as fait, c'est vraiment partie du cœur. Et en fait, on ne le ressent pas assez au niveau des titres. Donc, plus retravailler, voilà, pourquoi avoir lancé Mamisette, ça tu l'as fait, il n'y a pas de souci. Mais ma question est, tu vois, là, Marion, fondatrice de Mamisette, a pris conscience de ses difficultés, etc. Euh, Est-ce que c'est pas plutôt toi qui devrais parler là? Parler à la première personne. Je pense que ça aurait beaucoup plus d'impact de dire pourquoi toi, tu as lancé Mamisette, comment ça s'est fait, etc. Je pense que ça aurait plus d'impact de parler à ton nom plutôt qu'au nom de Mamisette globalement. Après, bien sûr, c'est à toi de voir. Tu connais mieux ton projet, ta cible que moi. Donc, à toi de voir. Et donc, non, à propos, voilà, parler pourquoi ce projet, pourquoi tu as fait ça, te présenter toi et Sébastien, et en dessous, en effet, nos soutiens, nos partenaires, ça c'est top. Peut-être faire un lien, tu vois, quand on clique dessus, vers les partenaires, ça pourrait être sympa aussi. Alors, au niveau des prestations, donc tu en as qu'une, hein, puisque c'est Mamisette. Bah, du coup, en fait, donc on a sur la page d'accueil, hein, bien sûr, hein, ce que c'est Mamisette, etc., un service pensé pour vous. Au niveau du menu, peut-être marquer c'est quoi Mamisette ou pas mon offre, mes prestations, parce que c'est un petit peu différent d'une entreprise qui a plusieurs prestations. Mais trouver ici un mot et faire une page dédiée en fait à Mamisette ou faire un lien qui renvoie au sein de la page d'accueil pour voir si tu n'as pas besoin de faire deux pages, page d'accueil plus une page liée typique à l'offre, sachant que tu n'as qu'une offre. Je suis pas sûre que ce soit judicieux. Mais, euh, mais ça manque au niveau du menu. Alors le blog, il y est, mais pareil, il faut aller le chercher. Hop, donc tu as bien un blog. C'est dommage que tu n'aies pas de photo. C'est plus impactant en fait quand on a une belle photo pour aller lire et cliquer dessus. Si tu peux changer la balise Erin More en lien à la suite, même si on comprend ce que c'est, ça va être dans un des paramètres de ton thème WordPress, je pense. Et quand on clique dessus, sur un des... voilà, il est structuré parce qu'il y a des titres, des sous-titres, découvrez ma misette. Par contre, ce qui est dommage, c'est ça, en fait, ce qui arrive derrière. On retrouve, en fait, les différents articles, mais en fait, au début, on ne sait pas trop ce que c'est. Le mieux, en fait, c'est d'avoir à ce niveau-là, au niveau du blog. Au niveau du blog, tu as ton article composé de titres, de sous-titres, d'images, de vidéos, ce que tu veux, etc. Soit en bas de page, soit sur le côté, tout dépend de ce que tu as envie de mettre en termes de design. Mais tu vois, là, je suis sur un de mes articles. J'ai les 3 derniers articles. Ensuite, j'ai tous les articles et les sujets, ce qu'on appelle aussi les catégories. Et c'est mieux de le faire comme ça, ou ça, hein, tu mets en bas. Et ce qui est bien aussi de faire, c'est par exemple à la fin, hop, ceci peut vous intéresser, ou les articles qui peuvent aussi vous intéresser, et mettre 2 ou 3 articles en relation avec la même catégorie. Plutôt qu'à d'avoir ici du texte, et sur le coup, on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas si c'est lié à l'article ou si c'est autre chose. C'est pas clair. Donc ça, en fait, au niveau du blog, tu as toutes les informations possibles, il n'y a pas de souci. C'est juste restructurer un petit peu pour que ce soit plus simple à comprendre comment fonctionne ton blog. Hop, et là, par exemple, tu vois, je ne peux pas aller sur la page du blog, donc je retourne là. Tu vois, article récent, très bien. Les catégories, et ça, non classé. Alors ça, c'est quand tu crées un site sous WordPress, il y a par défaut une catégorie qui s'appelle non classé, et qui est la catégorie par défaut de WordPress. Ça, il faut que tu la changes. Alors, je vais juste te montrer comment faire. Alors ça, c'est des petits détails, on va dire, c'est mon côté un petit peu perfectionniste, tu vois, le côté read more, le côté non classé, mais c'est des petits plus qui peuvent améliorer ton site, notamment en termes d'utilisation, de design, etc. Donc au niveau des catégories, c'est bien, tu n'en as pas énormément. Je vois trop de blogs avec 36 000 catégories et on est perdu. Donc là, c'est quand même mieux structuré, ça c'est important. Alors,
ta catégorie non classée, quand tu es sur ton site internet, sur l'interface de gestion donc, de WordPress, tu vas dans l'onglet Réglages. Alors, en amont, il faut qu'au niveau de tes articles, tous les articles qui ont la catégorie non classée, tu mettes une autre catégorie. Et ensuite, tu vas dans hop, Réglages, Écriture. Et c'est à ce niveau-là que tu choisis la catégorie par défaut de WordPress. Une fois que c'est fait, tu penses à l'enregistrer. Et ce qui est le plus simple à faire, ensuite, tu vas dans Article, Catégorie. Et tu vois, moi, je ne l'ai plus. Hein. Tu supprimes, donc tu cliques sur la catégorie non classée et tu fais supprimer. Tu regardes bien avant qu'au niveau du total, ici, tu n'aies pas d'article lié à cette catégorie. Donc voilà, c'est plus propre de ne pas avoir cette fameuse catégorie non classée. Et tu vois, c'est aussi très simple à enlever. Donc voilà pour le blog. Alors, ce qui est important pour un site, et ça je le répète souvent, je me répète tout le temps de toute façon, mais c'est les témoignages. Et je ne te cache pas que la première fois que j'ai ouvert le site internet pour regarder, je n'ai pas vu les témoignages. C'est vraiment en cherchant que j'ai vu qu'ils étaient là. Tu vois, j'ai pas dans le menu, il n'y a pas témoignage. Je ne l'ai pas aussi en bas dans ton menu. Et en fait, au niveau du site, comme on a tendance un petit peu à scroller un petit peu rapidement, comme les témoignages sont mis en tout petit et qu'il n'y a pas de titre qui annonce que c'est les témoignages, je suis complètement passée à côté à ma première lecture. Donc ça, pour moi, c'est à retravailler. Pourquoi? Parce que les témoignages qui défilent, tu vois là, ils sont très longs à défiler. On a envie de savoir le suivant, mais j'ai pas moyen de cliquer pour savoir le suivant. Moi, ce que je conseille toujours, c'est plutôt de travailler sous forme d'encart, de mettre les 3 premiers témoignages, ou les 6, ou les 2, ou les 4, ce que tu veux, sur la page d'accueil, avoir un bouton tous les témoignages, cliquer et avoir tous les témoignages sur une autre page. Ça a beaucoup plus d'impact. Ça a de l'impact sur la personne qui va lire, mais ça a aussi de l'impact sur le référencement. On y viendra tout à l'heure. Mais là, je ne te cache pas qu'à ma première lecture, pourtant les témoignages sont super, je ne les ai pas vus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne sont pas mis en avant. La photo est tellement sympa derrière qu'on va plus être attiré au niveau des yeux par la photo que par les témoignages. Et comme le défilement est très 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 long, on va regarder la photo et bam, on va zapper. Et comme ça n'a pas défilé, on n'a pas fait attention au texte. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de mettre tes témoignages différemment. Alors, par exemple, si on vient sur mon site, de bien avoir témoignage sur ton menu. Quand je clique dessus, avoir un encart témoignage au niveau de ta page d'accueil, ça c'est top, mais bien les annoncer, tu vois, avec un titre, un sous-titre, etc., pour voir de quoi ça parle. Même si tu as une jolie photo en dessous, il n'y a pas de souci, mais annoncer les témoignages. Partir sur les 3 premiers témoignages et ensuite avoir une page dédiée tous les témoignages. Et là, on retrouve tous les témoignages. Ça aura beaucoup plus d'impact sur ton site et sur l'internaute. C'est vraiment ce que je te conseille. Alors, il y a une page qui est essentielle aussi à avoir, c'est la page Contact. Et là, ce qui se passe, et t'es pas la seule, hein, t'inquiète pas, hein, c'est une page qui est tellement simple de sens que souvent on oublie de la mettre en avant. Et là, tout simplement, je ne la trouve pas. Je descends, je descends, je descends, je descends. Et là, en effet, j'ai contact et foire aux questions. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu as une page pour 2 thèmes. Tu as le thème foire aux questions et tu as le thème contact. En plus, une foire aux questions comme la tienne est très bien faite, hein, il n'y a pas de souci, mais une foire aux questions, c'est relativement long. Il y a pas mal de questions, de réponses, etc. Du coup, comme tu as 2 thèmes, on ne voit même pas les contacts. Donc, quelqu'un qui veut te contacter, donc comme je le disais tout à l'heure en début de vidéo, que ce soit une personne pour en savoir plus, ou que ce soit un média pour parler de toi, ou un futur prestataire, partenaire, etc., il faut qu'il te cherche. Donc ça, il faut vraiment avoir une page contact à part, avec à la fois les coordonnées. Alors, je comprends bien que pour un tel site, on n'ait pas envie de mettre un numéro de téléphone, une adresse postale, etc. Il n'y a pas de souci. Mais avoir un mail
et un formulaire de contact. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui aiment bien avoir le mail et d'autres qui aiment bien passer par les formulaires de contact. Le fait d'avoir ces deux possibilités de te contacter, tu vas multiplier l'engagement. Donc ça, c'est important. Et quand on met une adresse mail, il faut faire un lien. C'est-à-dire que si je clique dessus, là tu vois, elle n'est pas cliquable, ton adresse. Quand on clique dessus, il faut que ça puisse être tout simplement cliquable. C'est-à-dire que je clique dessus et bam, mon logiciel de messagerie va s'ouvrir avec ton adresse mail qui va se mettre dans l'expéditeur et je vais directement pouvoir inscrire le mail. Ça, c'est hyper important. Alors, si tu sais pas ou ceux qui regardent cette vidéo ne savent pas faire un lien cliquable vers une adresse mail, c'est la même chose qu'un lien vers un autre site internet, sauf qu'en fait, c'est le lien qu'on va changer. Je vais vous montrer rapidement. Hop, j'ai créé un article rapide. Alors, tu n'as peut-être pas forcément la même interface que moi, hein. Je tape mon adresse mail, tout simplement, je la sélectionne et je cherche quelque part, même si votre interface est différente, insérer un lien. Et qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'être une adresse, la fameuse http www.monsite.com, il va tout simplement y avoir, ici, là, à ce niveau-là, mailto, deux points, et votre adresse mail derrière. Hop, j'ai zoomé pour que ce soit un petit peu plus visible. Donc je sélectionne mon lien, je cherche le petit bouton insérer un lien, et c'est pas http www, mais c'est simplement mailto, M-A-I-L-T-O, deux points, contact, enfin votre adresse mail qui est derrière. Et vous validez, et ça va tout simplement permettre à l'internaute, quand il va cliquer dessus, que son logiciel de messagerie s'ouvre et qu'il puisse directement vous envoyer un mail. Ça, c'est un vrai plus en termes de communication. Donc ta page contact, elle est vraiment à part. Elle n'est pas dans la forme en question. Et au niveau de ta page contact, alors là, il n'y a pas de notion de prise de rendez-vous, etc. Un petit texte d'accueil et derrière, alors tu peux le faire bien sûr hein, différemment, hein, mais les coordonnées, juste ton adresse mail, donc cliquable comme ça. Le reste, tu vois si tu veux en mettre, mais je comprends que par rapport à une telle prestation, on ne met pas de numéro de téléphone et pas d'adresse postale. Le fameux formulaire, après tu vois au niveau des champs que tu veux mettre. Et c'est tout, puisque le plan Google Maps, tu n'en as pas besoin non plus. Mais c'est important que cette page soit simple. Par exemple, tu peux peut-être aussi faire une page spéciale pour les partenaires, par exemple, ou les médias. Et ici, tu pourrais rajouter, vous êtes un média, cliquez ici. Enfin, je te dis un petit peu n'importe quoi, mais vu ton projet, peut-être que voilà, tu peux faire quelque chose, un espace presse où les médias peuvent te contacter, par exemple, et rajouter un bouton dans la page contact. Mais fais vraiment une page contact à part. Ensuite, tu as la fameuse foire aux questions, qui est très bien. Par contre, tu as des questions ici et des questions ici. Fais une seule foire aux questions. À la limite, au sein de ta page d'accueil, tu fais un encart avec un texte, vos questions les plus fréquentes, bam, le bouton, et on tombe sur la foire aux questions. Et dans ton menu, bien mettre le côté FAQ pour que les gens cliquent dessus, mais n'aie pas deux types de foire aux questions. Après, avoir beaucoup de questions, c'est bien. Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Je sais pas. Après, le truc, c'est que tu as en fait deux types, je pense, de questions. Tu as les questions par rapport à Mamisette, la personne qui n'est pas encore inscrite, qui veut en savoir plus, et la personne de Mamisette qui est déjà inscrite et qui a des questions par rapport à sa connexion, etc. Donc, je me demande s'il ne faut pas que tu fasses ici dans la FAQ une foire aux questions par rapport aux personnes qui ne sont pas encore abonnées à Mamisette mais qui veulent en savoir plus. Voilà. Et une foire aux questions ou plutôt intitulée support, support ou questions clients à voir, où tu recenses toutes les questions-réponses liées à la personne qui est déjà inscrite à Mamisette et qui a des questions sur son abonnement, sur son problème de compte, etc. Je pense qu'en fait, tu as vraiment deux types de questions à ce niveau-là, parce que si tu mets tout, la personne qui veut juste des renseignements sur Mamisette va être un petit peu perdue. Moi, je ferai une foire aux questions
et un côté un peu support client. À toi de voir bien sûr comment tu ressens les choses et qu'est-ce qui serait pour toi le plus judicieux à faire. On va passer maintenant aux pages légales, puisqu'après le reste, hein, voilà, les pages essentielles d'un site, c'est la page d'accueil, c'est le côté à propos, donc qui suis-je, qui on est, pourquoi on a fait ça, etc. Le côté prestation, mais toi tu n'en as pas vraiment besoin puisque ça va être dans ta page d'accueil, on va y revenir tout à l'heure. Le côté blog, le côté témoignage, foire aux questions, contact. Après, il peut y avoir d'autres choses comme ici, ton espace de connexion, etc. Mais globalement, ce sont les principales pages essentielles d'un site internet. Et les témoignages, je ne sais plus si je l'ai dit. Ensuite, quand on fait un site internet, on a des obligations légales. Et quand on fait un site e-commerce, c'est-à-dire que même si ce n'est pas un produit physique, c'est-à-dire que ce n'est pas un stylo, un crayon, etc. qu'on vend, à partir du moment où on vend quelque chose sur internet, même un produit numérique, une prestation, etc., comme on vend sur internet, que la personne achète sur internet, il y a aussi plus d'obligations, donc d'autres choses à mettre. Donc en général, ces pages légales, on les retrouve en bas de site. Donc toi, tu as choisi de les mettre ici. En toute honnêteté, là, je te conseille plutôt de faire vraiment un menu avec le même type d'onglet que tu vas mettre en haut. Et après ma misette 2023, enfin plutôt 2026 aujourd'hui, comme je t'ai expliqué, les différentes pages ici légales. Alors, les pages légales, il faut différencier les pages liées au site internet, propres au site internet, et les pages liées à la vente du produit, à la vente de l'abonnement Mamisette. Sauf que toi, en fait, tu as tout mis ici dans la même. CGV, CGU et politique de confidentialité. Et ça, il faut vraiment les séparer. Donc on va d'abord s'attarder sur les pages propres à un site internet qui sont une obligation légale, quel que soit votre site internet. On a tout d'abord une page mention légale. Alors, je ne vais pas détailler ce que je dis souvent dans mes audits, c'est aller voir mon site internet avec mes différentes pages et regarder comment elles sont faites. Alors, attention, ces pages ont été faites, validées par une avocate, mais il faut savoir que ces fameuses pages légales sont tout le temps propres à votre activité, à votre type de site, etc. Donc vous pouvez vous en inspirer, mais ne faites pas non plus du copier-coller. Et ce que je dis aussi souvent, c'est que je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste. Ici, je vous donne des conseils. Donc à vous aussi, de votre côté, de vous pencher sur la question et de voir aussi avec un avocat qu'est-ce qu'il faut réellement mettre sur vos propres pages. Donc la page mention légale, c'est une page qui va avoir les informations du site internet et de qui ça appartient. Donc ici, il faut mettre les informations donc, de ta société, donc de la société Mamisette, qui est l'éditeur du site, avoir un contact. Donc là, par contre, autant dans ton site internet, si tu ne veux pas mettre l'adresse, il n'y a pas de souci, autant sur les mentions légales, on est obligé de mettre notre adresse du siège social de l'entreprise. Ça, c'est important. Donc, à savoir aussi le numéro de SIRET, le code apéro, etc., l'activité exercée, le directeur de publication du site internet, ça, c'est pas une obligation. L'hébergement, c'est une obligation. Où est-ce qu'est hébergé le site? Et la politique de confidentialité de l'hébergeur, on clique dessus et on va dessus, etc., etc. La propriété intellectuelle, que toi, tu as tout mis en fait dans le même pavé. L'obligation d'utilisateur, enfin voilà. Je te laisserai lire et les crédits photos. Je te laisserai lire l'ensemble de ma page mention légale. Tu prendras le temps, tu iras directement sur mon site. Ceux qui regardent cette vidéo, et si vous n'avez pas non plus de page mention légale, c'est une obligation, d'accord? Qui dit obligation dit derrière, si vous ne le faites pas, sanction, donc sanction financière. Donc pensez à ça. Donc ça, c'est la première page, mention légale. La deuxième page, donc, que tu as nommée avec tes CGV, c'est la politique de confidentialité et tu as aussi la fameuse page des cookies. Alors, soit on a une page qui s'appelle politique de confidentialité et on parle à la fois de ça et à la fois des cookies, c'est dans la même page.
Soit on choisit de faire 2 pages différentes, donc là, il n'y a pas de souci, c'est à vous de voir. Moi, j'ai choisi de faire 2 pages différentes, une page politique de protection des données et une page sur les cookies. Donc, je vous montre rapidement. C'est quoi la protection des données? À partir du moment où on a un site internet, il y a nos données qui sont dessus et les données de personnes qu'on va aussi récolter par exemple par les statistiques du site, etc. Donc tout ça, il faut que ce soit vraiment mis très clairement. Qui est responsable de la politique? À qui s'adresse cette politique, etc. Qu'est-ce que vous faites sur le site? Quelles sont les données que vous collectez? Et qu'est-ce que vous en faites? Ça, c'est important de noter. Donc ça va aussi dépendre au niveau du contenu, si vous avez une newsletter ou pas, si vous faites un paiement en ligne ou pas, comment ça se passe, etc. Tout ça, il faut tout simplement le mettre sur une page. Donc, politique de confidentialité, c'est très très important. Et ensuite, il y a les fameux cookies. Alors, les cookies, c'est quoi? C'est tout simplement quand vous arrivez sur un site internet. Alors, quand quelqu'un visite un site internet, le site peut garder une petite information sur lui. Ça s'appelle en fait ce fameux cookies. Alors, c'est pas un virus, c'est pas un logiciel, c'est en fait un fichier qui va être très léger, qui va être mis sur l'ordinateur de la personne qui regarde le site internet. Et ça sert à quoi? Ça sert à se souvenir que la personne est déjà passée sur le site, peut-être aussi qu'elle a déjà mis un produit dans le panier d'achat, des choses comme ça. Quelle langue afficher, qui permet aussi, donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, de mesurer les statistiques du site. Donc, sans cookies, on ne peut pas savoir en fait ce que fait l'internaute puisqu'on ne dépose pas ce fameux petit fichier sur son ordinateur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'obligation de dire à la personne qu'est-ce qu'on fait en termes de cookies, donc qu'est-ce qu'on récolte comme information quand il vient sur le site, et surtout lui donner le choix ou non d'accepter ces fameux cookies et d'accepter peut-être tous ou que certains. C'est pour ça que sur différents sites, normalement, on doit avoir cette fameuse barre de cookies en bas. Acceptez-vous ou non les cookies ou choisissez les cookies que vous souhaitez accepter. C'est une obligation légale. Donc, si un site internet ne récolte aucune donnée, pas de souci, il n'y a pas du tout la notion de cookies, donc on ne dépose pas ce fameux petit fichier, donc pas besoin de bandeau. Mais à partir du moment où on récolte des informations, donc là, comme ton site, tu récoltes des données statistiques, notamment via Google Analytics, tu es obligé de demander à l'internaute d'accepter ou non les cookies. Ça, c'est vraiment très important. Alors, je vais te montrer, parce que tout sur ton site, en fait, tu as à ce niveau-là cookies. Et là, je pense que tu as un problème. Tu as une erreur à ce niveau-là. Donc, en fait, les cookies, c'est une page, soit un texte dans la politique de confidentialité, soit une page à part comme j'ai faite, où on explique qui est responsable des cookies, c'est quoi un cookies, à quoi ça sert, quels sont les types de cookies que nous utilisons sur ce site internet. Par exemple, sur mon site internet, pourquoi j'ai pas le bandeau de cookies? Parce que j'utilise un logiciel de statistique qui ne m'oblige pas à laisser un petit fichier sur l'ordinateur de l'internaute. Donc je ne récolte pas toutes les données comme peut le faire Google Analytics. C'est pour ça que je n'ai pas fait ce fameux bandeau de cookies. Donc par exemple sur mon site, sur les pages où je ne récolte pas de données, je n'ai pas le bandeau de cookies. Par exemple sur ma page d'accueil, où là je récolte des données. Pourquoi? Parce que j'ai le fameux Google Maps. Et Google Maps va laisser des traces sur ton ordinateur quand tu vas venir dessus. C'est pour ça que je dois demander si la personne accepte ou non. Donc pour pouvoir afficher Google Maps, la personne doit accepter. Si j'accepte, hop, voilà, ça s'affiche. En fait, il y a beaucoup de choses, quand on met des choses externes sur notre site internet, par exemple Google Maps, par exemple ici, une vidéo YouTube, c'est quelque chose qui est externe, donc qui va déposer il y a plein de petites choses comme ça, où il va déposer un fichier
sur ton ordinateur pour récolter les informations. Il faut donc accepter les cookies, par exemple, pour autoriser la vidéo. Si j'accepte pas, je vois pas la vidéo. C'est la même chose, par exemple, si vous avez un calendrier Calendly que vous mettez sur votre page contact. C'est d'ailleurs pour ça que je déconseille Calendly. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est une plateforme qui permet en fait de prendre des rendez-vous. Donc c'est très très simple, moi je l'utilise et c'est vraiment super simple d'utilisation. Et on peut, si on le souhaite, intégrer ce qu'on appelle un widget, c'est un petit code, par exemple sur sa page contact, et on voit directement le calendrier pour prendre rendez-vous. Et en fait, moi, par rapport à ces fameux cookies, je déconseille de mettre le calendrier en entier. Pourquoi? Parce que si la personne refuse les cookies, elle ne verra pas le calendrier, elle ne prendra pas rendez-vous. Donc, mettez un lien, comme moi j'ai fait par exemple, prendre rendez-vous, et qui ouvre Calendly directement sur une page à part. Bon, j'ai un petit peu dévié, mais il faut vraiment savoir que les cookies, c'est une obligation, et toi, comme Marion, sur Mamizette, tu utilises des statistiques liées à Google Analytics, l'internaute doit avoir ce fameux bandeau des cookies, et surtout derrière, hop, la possibilité, par exemple ici j'ai tout refusé, je vais mettre tout refusé, la possibilité de changer d'avis. Qu'il est accepté ou non, on doit toujours avoir un bouton, à droite ou à gauche, hein, pour cliquer dessus et pour pouvoir changer d'avis. Par exemple ici, tout accepté, autorisé. C'est vraiment très très important. Donc je te laisse voir où est le problème. Je pense qu'en fait tu as dû mettre en place un plugin par rapport à la loi RGPD aux cookies. Et je pense qu'il est mal configuré, parce qu'en fait, voilà, il ne faut pas le mettre au sein d'une page, voilà, comme tu as fait. Il faut le mettre vraiment au sein du site pour que ça puisse s'ouvrir sur tout le site. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc on a la page mention légale, la page politique de confidentialité, j'arrive jamais à le prononcer, avec à l'intérieur aussi la notion de cookies. Ou alors, on fait page mention légale, une page politique de protection des données et une page sur la charte d'utilisation des cookies à part. Ça, c'est les 2 ou 3 pages suivant comment on les met en place qui sont obligatoires pour un site internet. Et quand on vend en ligne, quand il y a une notion de paiement en ligne, il y a l'obligation d'avoir une autre page qui s'appelle les conditions générales de vente. Si vous ne vendez pas en ligne, la page conditions générales de vente sur votre site internet n'est pas obligatoire. Donc là, je ne vais pas aller dans le détail, ça c'est pareil. On peut bien sûr regarder ce que font les autres sites internet pour pouvoir créer nos CGV, mais vraiment le mieux c'est de voir ça avec un avocat. Certes, c'est un coût de le faire avec un avocat, mais si oui, il y a le moindre pépin, le moindre problème avec un de vos clients, si les CGV sont vraiment bien ficelés avec un avocat, ça peut vous sauver votre entreprise. Donc je vous conseille vraiment de prendre le temps de faire les CGV avec un avocat. Donc voilà, je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas regarder tes CGV en détail, mais au moins elles sont là. Donc ça veut dire que tu as pris le temps de voir. Le petit sur les CGV, et moi ça a été mon problème à un moment donné, c'est que je mettais mes prix. Et en fait, c'est pas une obligation de mettre ses prix, et c'est surtout que si vous changez vos prix, il faut penser à les changer sur vos CGV. Par contre, au niveau des CGV, je regarde juste. Ouais, super. Sur les CGV, il faut impérativement mettre quand est-ce qu'elles ont été mises à jour pour la dernière fois. Ça, c'est important. Pourquoi, quand vous changez vos CGV, vous avez l'obligation d'envoyer un mail à tous vos clients pour dire « mes CGV ont changé ». C'est pour ça que vous recevez certainement, vous, de votre côté, des mails de, je sais pas, Amazon, de Dropbox, enfin voilà, des sites sur lesquels vous avez acheté quelque chose, que vous êtes en lien, et que vous recevez ce fameux mail « nos CGV ont changé », et en fait c'est une obligation légale. Donc ce que vous pouvez faire vous de votre côté, moi c'est ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé au niveau de mon répertoire de mes clients, notamment de mon logiciel de mailing, j'ai créé un répertoire client CGV, et quand je change mes CGV, ce qui est très 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 rare, mais au moins je sais que j'ai juste à cliquer sur le bouton pour que ça envoie un mail aux bonnes personnes. Donc
Donc ça, c'est important. Donc au niveau des pages essentielles, écoute, j'ai fait le tour. Tu as tout, c'est juste un petit peu du réajustement. Il te manque pour moi la page témoignage avec tous tes témoignages. Réajuster la page fac en deux, foire aux questions, support. Et par contre, créer une page contact vraiment dédiée au contact. Ça, c'est hyper important. Voir ton problème de cookies pour avoir ce fameux bandeau et supprimer cette page de cookies. Faire une page mention légale, une page conditions générales de vente toute seule. Donc, elle est là, mais il y a tout dessus. Donc ça, il faut vraiment différencier. Il te manque vraiment pas grand-chose, hein, c'est juste réajuster un petit peu certaines choses. Donc voilà pour toutes les pages essentielles d'un site internet. Alors je voulais juste rajouter un petit truc par rapport aux pages essentielles. Alors c'est pas vraiment une page, mais ici tu fais un lien en fait sur les médias qui ont parlé de Mamisette, et ça c'est top. Mais en fait on ne sait pas forcément qu'en cliquant dessus, on tombe sur l'interview, sur l'article, etc. Donc je pense que ça manque. Donc à voir si tu rajoutes, donc ça, laissez ça parce que ça donne confiance et il n'y a pas de souci. À voir si tu rajoutes un bloc euh, en mettant on parle de nous, les médias parlent de nous, enfin je sais pas comment mettre, et mettre les différents médias et voir montrer vraiment que c'est cliquable. Ou à la limite, ce qui pourrait être valorisant, c'est de les mettre au sein du blog, avoir une catégorie il parle de nous ou presse ou je sais pas, et donc faire un article par rapport aux médias. Donc tu fais un article avec un titre, voire avec un lien vers le podcast, l'interview, l'article, etc. Et je pense que Marie-Claire, enfin les différents médias, je pense qu'ils doivent te donner peut-être un PDF que tu peux aussi insérer directement dans ton blog, mais mettre un petit peu plus en avant ça, parce que c'est hyper important. Enfin voilà, ton projet est génial, mais c'est pas assez mis en avant. Donc à la limite, pourquoi pas faire les deux, hein, laisser ça, parce que c'est impactant, on voit de suite que ce que tu as fait, hein, que Mamisette, c'est quelque chose de fiable. Rajouter un blog quelque part pour encore appuyer un petit peu ça en mettant il parle de nous et rajouter les logos ou trouver un moyen vraiment que les gens comprennent que c'est cliquable. Et rajouter, tu peux, je pense, directement faire les deux, hein, dans le blog, rajouter une catégorie on parle de nous ou presse et mettre des articles en montrant que tu as mis un article sur Marie-Claire, que tu as un podcast, etc. Ça, ce serait vraiment un plus et ça appuierait vraiment la chouette idée que tu as eue avec Mamisette. Alors, on va maintenant passer à l'analyse de ta page d'accueil. Alors, la page d'accueil, c'est vraiment la vitrine du site. Elle doit capter l'attention en quelques secondes et elle doit surtout répondre aux questions qui, quoi, où, quand, comment et combien et pourquoi. Alors, l'impact général, écoute, le look général est bien de ta page d'accueil, hein. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure en tout début de l'audit. Les éléments sont clairs, ça pique pas les yeux, donc ça, je le dis souvent, mais c'est important. Je veux dire, tu as choisi les bonnes couleurs, c'est assez sobre. Il y a des titres, des textes, des sous-titres. Les boutons, voilà, sont bien identifiables. Et surtout, tu as fait des blocs d'images, des blocs de texte, etc. Tu n'as pas mis un texte brut comme ça, indigeste. Donc ça, c'est plutôt top. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait ici ta promesse, en fait. Ça, c'est important d'avoir la promesse. Tu rassures ici en mettant voilà, les logos de médias qui ont parlé de toi et qu'on connaît, qui sont reconnus. Tu expliques aussi les bénéfices. Donc ça, c'est important. Comme je t'ai expliqué, les témoignages sont là, mais on passe facilement à côté. Donc ça, il faut vraiment les mettre en avant. Moi, ce que j'aime bien, c'est comment ça fonctionne. Ça, c'est super intéressant. Ici, la galerie photo est très sympa.
Par contre, le seul truc au niveau de la galerie photo, c'est, bon ça on va voir tout à l'heure, mais en fait c'est bien de hiérarchiser à chaque fois tes blocs. C'est-à-dire que les blocs de la page, par exemple là les témoignages, si je les ai pas vus, c'est qu'ils sont pas annoncés. Donc avoir un titre, un sous-titre et boum, après les témoignages. La galerie, c'est pareil, j'aurais mis un titre, un sous-titre et bam, après j'ai la galerie. Et le problème de la galerie, c'est que quand on clique dessus, il n'y a pas l'effet un peu lightbox qu'on appelle, c'est-à-dire qu'elles arrivent brutes comme ça. Et là, on perd complètement le site et on ne sait pas comment faire pour retourner. Donc ça, il faut que tu trouves, hein, tu as des plugins qui existent, n'hésite pas à me demander. Mais en fait, tu as des choses qui existent pour... je vais te montrer un exemple sur un site pour que ce soit... Alors, un exemple, par exemple, sur ce site-là, tu as une galerie photo pareil. Quand on clique dessus, tu vois la photo s'agrandit et du coup, on peut comme ça regarder les différentes photos de la galerie. Et on a la croix ici pour sortir, ou alors on clique à côté et tout simplement on sort de l'espace un peu galerie photo. Donc ça, c'est important de mettre en place. Par exemple, sur mon site, si je clique sur une image, hop, je peux à la fois cliquer sur la croix ici pour sortir, ou si je clique ailleurs, bam, je retourne sur le site. Tandis que toi, si je clique ici, tu vois, j'ai l'image, mais j'ai aucun moyen de retourner sur le site, sauf de faire ici retour avec la petite flèche, mais tout le monde ne le sait pas. Donc attention galerie photo, c'est hyper important, hyper intéressant. Par contre, c'est la mise en œuvre où il faut que tu fasses un effet lightbox comme ça, pop-up, pour pouvoir avoir soit l'ensemble des photos, ou soit comme ici, on clique sur la photo, seulement la photo, mais qu'on puisse tout simplement facilement revenir sur le site. Et ça, c'est pas le cas. Donc ça, c'est important de retravailler ça. Ensuite, ici, tu as tes abonnements, donc c'est très clair. Et comme je t'expliquais, la fleur en question, pour moi, je l'enlève, quitte à faire un encart avec un petit texte, etc. Et avoir le bouton foire en question derrière. Ta page est bien, mais ce qui va te manquer, c'est... Elle n'est pas... comment dire? Elle n'est pas assez longue et elle n'est pas assez, on va dire, percutante. Puisque là, en fait, tu es que sur un type d'offre, hein, Mamisette, il faut vraiment que tu fasses un petit peu une sorte d'entonnoir pour vraiment arriver à ce que la personne clique sur le bouton m'abonner, enfin, ou envoyer ma première enveloppe, mais en fait que chaque bouton que tu as sur cette page d'accueil renvoie au même endroit. Et pour moi, ça doit renvoyer en fait, en effet, à quel abonnement choisir. Donc même envoyer ma première enveloppe, je l'enverrai pas directement sur ce qu'on peut appeler le panier, parce que quand on arrive sur cette page-là, on prend vite peur, tu vois. Donc je l'enverrai plus sur ici les abonnements. Après, il faut que tu structures ta page avec ici, très bien, ta promesse. Ici, ça, c'est rassurant, donc ça, c'est top. À ce niveau-là, il faut partir sur les besoins, sur les problématiques de tes clients avant de avant de parler de ton service. Une fois que tu as parlé de ta problématique, tu vas parler pourquoi tu as fait ça. Et après, tu vas parler des bénéfices. Tu vas parler c'est quoi, comment ça fonctionne. Tu vas décrire aussi l'abonnement. Et ensuite, tu vas parler aussi des garanties. Et hop, au niveau de comment ça fonctionne, j'irai un petit peu plus loin dans les étapes pour vraiment lui dire, ben, étape 1, c'est ça, étape 2, c'est ça, étape 3, c'est ça. Mais ça, c'est pas trop mal quand même. Donc, je vais te montrer en fait un petit peu typiquement ce que c'est une page d'accueil pour que tu puisses voir les différents blocs et qu'est-ce qui te manque. Il va aussi te manquer le blog, les 3 derniers articles de blog par exemple. Donc, je vais te montrer sur mon site internet. Après, en termes de design, bien sûr, hein, tu fais comme tu veux, mais le design est très clair déjà de ton côté. On part ici sur la promesse. On part ensuite sur les problématiques. Si tu as créé Mamisette, c'est parce que tu as vu qu'il y avait un besoin, que les gens avaient des problématiques par rapport à ça. Donc,
parles des besoins, des problématiques pour que quand la personne lise, ça lui fasse tilt. Ensuite, tu vas expliquer pourquoi tu as fait ça. Bon, ça peut être plus court, hein. Donc, c'est la partie à propos, mais à propos, pourquoi j'ai mis en place Mamisette. Et tu peux mettre un bouton en savoir plus pour arriver sur la page à propos ici. C'est pour ça que c'est important. Alors, ta page à propos est bien, mais voir en termes de texte, qu'est-ce que tu vas mettre sur la page d'accueil et qu'est-ce que tu vas laisser sur cette page-là. Mais c'est important, dès la page d'accueil, puisqu'en fait, c'est la page de ton offre, qu'on comprenne pourquoi tu as fait ça. Et ensuite, tu vas mettre en avant donc ta prestation. Donc moi, là, j'en ai plusieurs. Les témoignages. Donc, comme je t'expliquais, les 3 derniers témoignages et un bouton tous les témoignages. Les 3 derniers articles ou plus de ton blog pour avoir un petit peu plus d'impact. Et ensuite, ce qu'on appelle voilà, des blocs de transition où tu vas travailler les mots-clés du référencement, etc. Où là, la personne veut me contacter, tu peux mettre découvrir la foire aux questions. Et tes valeurs. Ça, c'est ce qui manque dans ton site internet, c'est tes valeurs. C'est hyper important quand on crée quelque chose, quand on crée un produit, une entreprise, qu'on soit aligné avec ses valeurs par rapport à son produit, à son entreprise. Et ça, c'est important de rajouter ça. Ça va rajouter de la clarté, de l'efficacité au niveau de ton site internet. Ça, c'est top, tu vois. Ça donne de l'humain aussi. C'est hyper important. Donc, ta page d'accueil, c'est aussi un petit peu ta page d'offre. On y reviendra plus tard. Mais il faut qu'elle soit un petit peu plus impactante, surtout ici, en parlant des problématiques de tes clients. Et surtout, à chaque fois, bien penser à introduire. Là, par exemple, à introduire les témoignages, à introduire la galerie, etc. Il manque vraiment pas grand-chose, hein. T'as tous les éléments, il faut juste un tout petit plus pour que ce soit un petit peu plus hiérarchisé, on va dire. Et surtout, pour moi, tous les boutons que tu vas mettre au sein de la page devraient en fait arriver voilà, au niveau des formules. Quand tu vas faire ton menu, pour moi, ça, il faut l'enlever. Il faut arriver au niveau des formules. Et derrière, quand on clique sur la formule, hop. Alors, je ne sais pas si techniquement, c'est possible que lorsqu'on clique sur la formule, ce soit déjà coché. Je ne sais pas comment c'est possible. Parce qu'en fait, là, on a énormément d'informations. Et je ne sais pas, par exemple, si c'est nécessaire au niveau, tu vois, là, du footer, d'avoir toutes ces informations de suite. Peut-être laisser un petit peu de blanc, parce qu'il y a trop de boutons à cliquer, en fait. Il faudrait peut-être revoir un petit peu pour que ce soit un peu plus facile en termes de lecture. Après, voilà, c'est au niveau de l'appli, donc je ne sais pas techniquement ce qui est possible de faire. Mais je mettrai un petit peu d'espace là entre le côté abonnement pour cliquer et le côté du footer là, pour laisser un peu de place. Ok, quand on clique dessus, super. Donc ta page d'accueil doit être un petit peu plus structurée et avoir plus de texte. On va aussi en parler au niveau du référencement. Ton site manque de mots-clés et de texte pour être bien référencé aux yeux de Google. Donc pour moi, il faut ici rajouter un bloc pour parler des problématiques, des besoins, vraiment que quand la personne lise, se ressente par rapport à ça et envie d'aller plus loin. Ensuite, partir sur un bloc, entre guillemets, à propos, pourquoi tu as fait Mamisette, avec un bouton dessus, en savoir plus, qui part sur la page à propos. Un bloc témoignage avec plus de témoignages et pas forcément le défilement, parce que là, tu vois, ils sont très 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 longs à défiler. Ensuite, donc bien parler en effet comment ça fonctionne, mais peut-être un petit peu l'enrichir un petit peu. Parfait pour la galerie, sauf que voilà, mettre en place un système qui permet en fait de pouvoir cliquer ou avec la croix pour pouvoir facilement retourner sur le site.
Parce que ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes que tu dois perdre, parce que tout le monde ne sait pas qu'il faut cliquer ici pour revenir en arrière. Introduire les 3 derniers articles et enlever la foire aux questions là. Et introduire aussi tes valeurs. On va maintenant parler du référencement. Alors le référencement, c'est quoi? C'est le positionnement de ton site dans les moteurs de recherche. Alors les moteurs de recherche, celui qu'on connaît le plus, c'est bien sûr Google, c'est le numéro 1, il y en a bien sûr bien d'autres, hein. Il y a Quant, Bing, Yahoo, etc. On va s'attarder sur Google, pourquoi? Parce que c'est là où recherchent le plus les personnes, c'est vraiment le moteur de recherche numéro 1. Et le référencement, c'est quoi? C'est tout simplement quand on va taper des mots, des requêtes, ce qu'on appelle des mots-clés, où va être positionné ton site par rapport à ça. Alors là, j'ai tapé le nom de ton site, donc c'est normal qu'il arrive en première position. Mais par exemple, là, il se situe en première position. Donc le référencement, c'est où est-ce que je me situe? Est-ce que mon site se situe en première, deuxième, troisième, ou alors dans la deuxième, troisième page, ou alors peut-être que je ne le vois pas du tout. Donc toi, ce qu'il faut que tu vois, c'est ça, c'est où se positionne mon site internet. Donc quand on entend « Ah, tu as un site internet, il faut optimiser ton référencement, il faut optimiser ton SEO », qui veut dire référencement naturel, c'est tout simplement ta position quand on tape ce qu'on appelle ici des mots-clés, des recherches, des requêtes, dans les moteurs de recherche tels que Google. Donc pour optimiser ce fameux référencement, il va falloir trouver les mots-clés, c'est-à-dire qu'est-ce que va taper l'internaute pour me trouver. Il existe en fait 3 types de mots-clés. Alors, Mamisette n'est pas un mot-clé, il faut savoir que le nom de son entreprise, c'est pas un mot-clé. On le met forcément un petit peu dans son site internet, donc forcément, quand on tape le nom de son entreprise, on va normalement bien se positionner. Et quelqu'un qui tape le nom de ton entreprise, c'est quelqu'un qui te connaît déjà. Toi, l'objectif, c'est d'avoir des personnes qui ne te connaissent pas. Donc, il faut travailler sur 3 types de mots-clés. Le premier type de mots-clés est lié en fait à notre profession, à nos titres, à nos méthodologies, etc. Par exemple, un sophrologue. Par exemple, un psychologue qui utilise l'hypnose dans ses pratiques, la PNL, etc. Ensuite, il y a un deuxième type de mots-clés qu'on associe, ce sont les mots-clés géographiques. Par exemple, sophrologue sur Nantes. Le troisième type de mots-clés qu'on utilise, ça va être des questions. Souvent, quand on est sur Internet, on tape des questions. On souhaite une réponse, on a un besoin, une problématique. Je dis n'importe quoi. Comment gérer mon stress, comment mieux dormir la nuit, voilà, par exemple. Et donc la difficulté, c'est de travailler sur ces 3 types de mots-clés et donc de trouver qu'est-ce que tape l'internaute dans Google pour me trouver. Et une fois qu'on a trouvé ces différents mots-clés, on va tout simplement les insérer au sein de son site. Parce que c'est bien beau d'avoir trouvé ces mots-clés, mais si tu les mets sur un bout de papier et pas sur ton site, ça va te servir à rien et tu seras mal référencé. Ces mots-clés, ensuite, il va falloir les retrouver régulièrement au sein de ton site internet. Donc, dans les titres, les textes, les sous-titres, etc. Le nom des images aussi. Par exemple, je te donne une idée ici. Ton image, elle s'appelle Design sans titre, etc. Ici, en fait, toutes tes images doivent être aussi avec des mots-clés. Voilà, il faut vraiment retrouver ces mots-clés régulièrement au sein du site pour que quand Google va scanner ton site internet, il ne va pas voir le côté design, il va voir le côté technique, il va scanner toutes tes pages de ton site et sur chaque page, il va regarder ce que tu as mis comme contenu rédactionnel. C'est pour ça que le contenu rédactionnel d'un site internet est très, très, très important. Et ensuite, il va se dire, ah, ici, je vois ce mot-clé qui revient souvent, donc, par exemple, Mamisette, par exemple. Donc, quand quelqu'un va taper Mamisette, je vais dire que ce site-là, ce sera le premier parce que je vois souvent Mamisette. Mais on est bien d'accord que Mamisette, voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est pas un mot-clé, donc il faut que tu trouves d'autres termes que les personnes vont taper pour pouvoir te trouver sur Internet. Et c'est là, en fait, la difficulté de ton site, toi, Mamisette, puisque tu es sur un produit qui est nouveau, tu n'es pas sur une profession type, tu n'es pas localisé géographiquement. Alors même si j'ai des clients qui travaillent au niveau national, par exemple j'ai une sophrologue qui travaille qu'en visio, elle ne fait pas de présentiel, on a quand même travaillé les mots-clés géographiques sur son site
Pourquoi? Parce que c'est toujours plus facile de taper sophrologue Nantes et de réussir à bien se positionner que sophrologue tout court au niveau national. Donc, mais toi, la difficulté, c'est que avoir des mots-clés géographiques au sein de ton site, Rouen, Paris, etc., ça n'a pas trop de sens. Donc, il va vraiment falloir que tu trouves, en fait, dans la troisième catégorie de mots-clés, surtout, c'est des questions. Les besoins, les problématiques des personnes. Qu'est-ce qu'elles cherchent pour pouvoir tomber sur Mamizette? Et je pense qu'en effet, travailler sur le mot-clé cadeau papy, cadeau mamie, cadeau grands-parents, mais pour ça, il va falloir qu'on les retrouve pas seulement dans ton titre ici, mais régulièrement au sein de ta page d'accueil et au sein de tes autres pages pour pouvoir être bien référencé. Par exemple, je te donne un exemple concret. Tu vois, ici, j'ai tapé cadeau papy, parce qu'en fait, les mots-clés, il faut vraiment qu'ils soient ensemble. Tu vois, cadeau papy et mamie, cadeau grands-parents, etc. Voilà, il y a pas de mots-clés cadeau papy, par exemple. Cadeau, bon, on le trouve 7 fois. Mamie, on le trouve 3 fois. C'est trop peu pour être bien référencé, par exemple, sur la requête cadeau mamie. On peut peut-être aussi voir cadeau grands-parents, par exemple. Alors, il faut penser aussi que les mots-clés, il faut les mettre comme tapent les gens. On ne va pas mettre de tiret en général quand on tape. Donc, si je mets grands-parents, tu vois, par exemple, grands-parents, le terme grands-parents, pour moi, c'est un terme important, ou même grand-père et grand-mère, et on ne le trouve pas du tout dans ta page d'accueil. Donc, il va vraiment falloir que tu te penches là-dessus, et il faut savoir que le contenu rédactionnel est vraiment très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des pages d'accueil relativement longues. Pourquoi? Parce que à la fois pour répondre à l'internaute aux questions qui, quoi, où, comment, combien, pourquoi, etc. Et aussi pour les moteurs de recherche tels que Google, pour avoir plusieurs fois ces mots-clés. Alors bien sûr, attention à ne pas rentrer dans l'extrême, et on en voit sur certains sites, et ça c'est très mauvais et néfaste pour le référencement, avec des listes de mots-clés, comme ça. Non, il faut que tes mots-clés rentrent dans une phrase, que ce soit fluide, que ce soit digeste, lisible, etc. Donc c'est pas facile de trouver ce curseur entre parler à l'internaute et parler au moteur de recherche, mais ne rentre pas dans j'aligne les mots-clés. Au contraire, Google, ça le voit et il n'aime pas, et il va te blacklister au niveau du référencement. Donc toi, ta difficulté, ça va vraiment être ça. Ça va être retravailler cette page d'accueil pour qu'elle soit plus longue, avec des titres, des sous-titres, etc., du texte, et avec ces fameux mots-clés placés dans les titres, dans les textes, dans les boutons, dans le nom des images, j'y reviendrai tout à l'heure, etc. Et il y a un deuxième paramètre très très important, c'est au niveau de ton blog. C'est pour ça qu'un blog, c'est toujours important pour un site internet, parce que qu'est-ce qui se passe? Ton site internet, tu trouves les bons mots-clés, tu te fais une page d'accueil, ta page d'accueil est bien référencée. Tu ne touches pas à ton site pendant des années. Ton site, au début, il va être bien référencé, mais Google, il passe régulièrement sur les sites. Et si un jour, il se rend compte que tu as des concurrents qui sont aussi techniquement bien faits, qui ont du contenu rédactionnel, etc., mais par contre que le site bouge, parce qu'il y a souvent des articles de blog, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, ah ben, ces sites sont équivalents en termes de contenu, de mots-clés, etc. Sauf que le site de ton concurrent, eh ben, il est plus actualisé parce qu'il a des articles de blog intéressants, bam, il va passer au-dessus de toi. C'est pour ça que je sais qu'un blog, c'est pas facile, tout le monde en a un petit peu peur, sauf qu'un blog, c'est vraiment essentiel pour un site internet, quand il est bien fait, bien sûr, mais c'est parce que ça va te permettre de faire vivre ton site et d'optimiser ton référencement. Et ça va permettre d'optimiser ton référencement en justement, au niveau des thématiques, donc des titres et du contenu, de travailler sur des mots-clés que recherchent les personnes. Je vais te donner un exemple concret pour que tu comprennes quel cadeau offrir. Alors souvent on tape des questions, mais on met pas forcément toutes les réponses, enfin toute la phrase. Donc là j'ai tapé quel cadeau offrir grands-parents. Ici tu as un certain nombre de sites, et tu en as notamment un qui revient, c'est Linote. Alors Linote, je ne sais pas si tu connais. Alors c'est pas un concurrent direct par rapport à toi, mais en fait c'est un service où en fait les gens ont une tablette
Donc tu poses la tablette dans la chambre de tes grands-parents, par exemple, et toi, de ton côté, les petits-enfants, parents, etc., peuvent envoyer pareil des photos et peuvent communiquer surtout en visio directement. Et eux, pour pouvoir, pareil, c'est un service qui est particulier, c'est pas facile, donc pour pouvoir toucher du monde dans des recherches de Google, ils ont travaillé sur leur blog, sur des idées, sur des thématiques, et par exemple, tu vois, 16 idées de cadeaux de Noël à offrir pour vos grands-parents, et quand je tape quel cadeau offrir aux grands-parents, je tombe sur leur site. Donc il va falloir que tu travailles par rapport à ça, au niveau de tes articles de blog, pour trouver des choses percutantes pour que les personnes, notamment au niveau de tout ce qui est cadeaux, etc., tombent sur ton site internet. Parce que là, au niveau de ton blog, les articles sont très sympas. Moi, j'aime beaucoup le contenu, mais ça reste trop axé sur le service que tu vends actuellement. C'est pas assez axé sur qu'est-ce que vont taper l'internaute pour me trouver. Et tu vois, pourquoi choisir un abonnement photo familial pour partager des souvenirs? Je suis pas sûre que beaucoup de personnes tapent ça dans Google. Donc, mets-toi vraiment à la place de l'internaute pour trouver qu'est-ce que l'internaute va taper dans Google. Et donc, retravaille à la fois ta page d'accueil avec ces mots-clés et à la fois tes articles de blog pour pouvoir être optimisé, pour pouvoir être trouvé dans Google par ce moyen quand l'internaute va taper des questions, des problématiques, des besoins. Ça, c'est super important. Tu vois, coffret cadeau grands-parents, idée cadeau pour grands-parents. Ce qui est intéressant, c'est quand on tape dans Google une phrase, il nous fait des suggestions derrière. Donc, pense à regarder par rapport à ça et pense à regarder en bas au niveau des recherches associées. Ça peut te donner des idées de mots-clés et de thématiques aussi pour tes articles de blog. Et ensuite, une fois que tu as vraiment trouvé ces mots-clés, etc., donc il va falloir qu'en fait que tu hiérarchises bien ta page d'accueil et toutes les autres pages et aussi les articles de blog. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais ta page d'accueil, il y a vraiment une structure entre guillemets type. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va avoir un titre, ce qu'on appelle le titre 1 qui va être en premier sur chaque page, ensuite un titre 2, un titre 3, et ensuite on va passer aux autres blocs. Donc ça, c'est important de travailler là-dessus. Je vais te montrer un exemple de site qui est très particulier. C'est un petit peu, enfin un peu pareil que toi. C'est différent, mais c'est du Swincar. Et le Swincar, si je te dis ce que c'est, forcément tu vas me dire, je ne sais pas. Voilà, 99,9% des personnes ne savent pas ce que c'est le Swincar. Donc c'est un client qui avait cette difficulté avec un produit qui était nouveau. Et comment se faire connaître alors qu'il a un produit nouveau? Le Swincar, en fait, c'est un quad électrique, tout simplement. Donc en fait, bien sûr qu'on a mis le mot Swincar, mais on a aussi surtout mis les mots-clés randonnée, les mots-clés quad électrique, 100% électrique. On a beaucoup parlé de balade, de randonnée, etc. au sein Sport Nature Pays Basque. Et en fait, c'est ça qu'il faut que tu recherches, c'est sortir du contexte de Mamisette, de ton produit en lui-même que tu connais bien et qui est génial, mais que les personnes ne connaissent pas forcément. Qu'est-ce que les personnes recherchent par rapport à ça? Il faut que tu trouves des ponts, des passerelles pour les ramener sur ton site internet, et ça, c'est important. Et pense vraiment à hiérarchiser ton contenu. Donc, je vais reprendre mon site internet. Le premier titre, le deuxième titre, le troisième titre, bam. Et à chaque fois, à chaque bloc, un titre 2, un titre 3, etc. 3 titres et le texte. Pareil, tu vois, ici, un titre, un titre, un titre et le texte. C'est important vraiment de hiérarchiser. Tu vois, ici, tu devrais avoir 3 titres. Il n'y en a que 2. Alors, ça peut te paraître bizarre, mais cette structure-là, tu regarderas mon site, comment il est structuré. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et dans ces différents types de titres, tu vas retrouver les fameux mots-clés. Donc, pense à ça. Il faut plus de contenu rédactionnel sur ta page d'accueil pour que ça fonctionne, en hiérarchisant titre 1, titre 2, titre 3, etc., paragraphe. Pareil au niveau de tes articles de blog. Alors, tes articles de blog sont assez bien construits. Voilà. Une photo. Alors, ce qui est bizarre, c'est que normalement, sur les articles, tu as, comme sur les pages, tu as ce qu'on appelle le H1, le titre 1. Donc, c'est le titre de la page que tu donnes quand tu es sur WordPress.
Et là, en fait, c'est un titre 2. Donc, en termes de hiérarchie, si tu veux, en fait, Google, quand il scanne le site, il ne regarde pas ton design. Il regarde ce qu'on appelle les balises. Les titres, c'est H1, H2, H3, H4, H5, etc. Le H1 est plus important que le reste. Il peut, en termes de design, être beaucoup plus petit. C'est le cas de mon site internet. Ça, c'est le H1. En termes de design, il est plus petit que le H2, mais techniquement, il est plus important. Et c'est ça, en fait, que regarde Google. Et toi, en fait, ici, tu as ce qu'on appelle que des titres H2, alors que celui-ci, ça devrait être un H1. Donc, il faut penser à hiérarchiser ces titres. Un H1, et après, c'est 2, 3, 4, etc. Donc ça, il faut que tu continues à hiérarchiser comme ça tes articles de blog. Mets un peu plus de photos. En général, on a ce qu'on appelle une photo à la une en haut et ensuite 2 à 3 photos à l'intérieur. Donc ça, c'est important. Et ce qui est très important, c'est de faire ce qu'on appelle du maillage interne. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Google ne scanne pas ton site, il scanne des pages. D'accord? Et sur des mots-clés, on peut très bien avoir, je te dis n'importe quoi, ta page à propos qui, au niveau du positionnement, est devant ta page d'accueil. Voilà, Google ne scanne pas un seul site, il scanne toutes tes pages. Et ce qui est très important de faire, c'est de faire des liens entre les pages pour que Google voit ce qu'on appelle le maillage interne, c'est-à-dire que tu as pas mal de pages et que les unes sont imbriquées les unes dans les autres. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un menu ici, parce que le menu peut te permettre de faire des liens entre les pages. Et ensuite, au sein de tes pages, donc c'est ce que tu as fait au sein de ton blog, faire des liens. Là, par exemple, tu as fait un lien vers Mamisette. Des services comme Mamisette transforment cette charge en moment de douceur. Si je clique sur Mamisette, je tombe sur la page d'accueil. Donc ça s'appelle du maillage interne, pardon, je vais y arriver. Et ça, c'est important. Par contre, ce qui est important de faire, c'est le maillage interne sur des mots-clés. Mamisette, comme je te l'ai dit, c'est pas un mot-clé, c'est le nom de ta société. Donc là, il faudrait faire un lien vers la page d'accueil, plutôt vers plus le mot-clé, par exemple, cadeau grands-parents. Tu mets cadeau grands-parents, hop, et tu fais un lien vers la page d'accueil. Voilà. Il faut tout simplement que le lien qui est cliquable soit sur un texte avec un mot-clé. Ça, c'est important à faire et c'est très simple à faire. Tu fais 1 à 3 liens sur chaque page de blog qui renvoie vers soit vers Mamisette, soit vers la page à propos, soit vers un autre article de blog, etc. Ça, c'est très facile à faire. Une fois que tu l'as ancré en toi, tu vas le faire très facilement. Et surtout, ça a un impact vraiment important sur le référencement. Alors, il y a un truc que j'ai complètement oublié de parler au tout début. Chaque page d'un site a ce qu'on appelle un titre, une description, une balise title et une balise méta-description, si on veut vraiment les termes exacts. Et ça, en fait, on les retrouve quand on fait des recherches sur Google, c'est ce fameux titre bleu là, et ensuite c'est ce fameux petit texte. Ça, c'est pareil, ce sont deux choses. Donc ça, c'est par page, toutes les pages. Donc ça, tu peux le faire au sein de ton interface de WordPress. Toutes les pages, tu dois travailler ce qu'on appelle cette fameuse balise title, le titre, et la balise métadescription avec des mots-clés. Mamisette, rapprocher les générations, par exemple, c'est pas un mot-clé. Pour moi, le terme rapprocher les générations, les gens vont pas taper ça dans Google. Donc, bon, bien sûr, tes mots-clés sont à travailler, mais ça pourrait être cadeau grands-parents-mamisette. Bon, c'est un peu rapide, mais voilà, il faut que tu travailles ça. Et en fait, la balise title aussi se retrouve ici en haut. Tu vois, à ce niveau-là. Et ça, sur toutes les pages. Par une question fréquente, tu vois, vos questions fréquentes. Et toutes les pages, il faut que tu travailles ce qu'on appelle cette balise title et cette fameuse balise description qui va arriver en fait en dessous avec les fameux mots-clés. Donc, il faut vraiment que tu te penches. N'hésite pas à étudier un petit peu l'inote, les mots-clés, même si c'est pas exactement le même produit, mais voir un petit peu comment ils ont travaillé leurs mots-clés. Et aussi Familéo, je pense que tu dois connaître. Hop,
voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont travaillé comme mots-clés et quand tu tapes des requêtes spécifiques, est-ce que tu tombes sur les sites, alors c'est pas des concurrents directs, mais voilà, inspire-toi un petit peu de ce qu'ils ont fait et pense, voilà, à retravailler ton contenu rédactionnel, c'est très, très, très important. Une fois que tu auras retravaillé, en fait, ton contenu rédactionnel et surtout, en fait, bien trouvé ces fameux mots-clés, une fois que tout sera OK, tu pourras faire, alors je ne sais pas si tu en as fait, j'ai pas regardé en profondeur, ce qu'on appelle des campagnes de netlinking, des backlinks. Alors ça, c'est quelque chose de très puissant, mais qu'il faut faire une fois que tout le reste est fait, c'est-à-dire que le côté du technique du site soit bien, que le côté rédactionnel du site soit percutant, avec les mots-clés placés au bon endroit, que toutes mes pages sont bien hiérarchisées en termes de contenu, qu'il y a un bon maillage interne au sein des pages, que j'ai un blog qui fonctionne, que j'ai aussi des témoignages, parce que les témoignages sont aussi importants pour le site. Et j'en ai pas parlé, mais ce que je te propose pour les témoignages, c'est de mettre un titre, le texte et le nom des personnes, et toi essayer de retravailler le titre par rapport aux mots-clés, par exemple. Ne pas mettre que du texte. Ça, c'est de ton côté. Et une fois que tout ça est mis en place, tu peux mettre en place des campagnes de netlinking. Donc moi, c'est quelque chose que je fais pour mes clients. C'est quoi en fait? C'est tout simplement ce que j'appelle le bouche à oreille du web. C'est d'autres sites qui vont parler de toi, qui vont faire un lien vers ton site internet. Et forcément, plus on va parler de toi, plus il y aura de lien vers ton site, plus Google va apprécier et plus ton site va monter en termes de référencement. Alors concrètement, ça se passe comment? C'est tout simplement en général d'autres sites qui vont faire un article sur toi, qui vont parler de toi, et au sein de l'article, ils vont mettre un mot-clé, et sur ce mot-clé, ils vont faire un lien qui renvoie sur ton site internet. Comme je t'expliquais tout à l'heure sur ton blog, ils vont pas faire un lien sur le mot mamisette, mais ils vont faire un lien sur le mot-clé cadeau grands-parents, par exemple. Et donc ça se passe comment? Soit toi, tu contactes différents sites qui sont sur la même thématique que toi, qui pourraient t'apporter et qui font donc du coup un lien vers ton site internet. Donc, soit tu leur proposes toi-même de créer l'article, ou soit ils créent l'article. Il y a aussi des sociétés, des plateformes en fait que tu payes et qui s'occupent de créer pour toi ces fameux liens. Il y a aussi des annuaires. C'est aussi moi une prestation que je fais pour mes clients. Et donc, comme ça, on va créer un certain nombre d'articles sur d'autres sites internet qui vont parler de toi. Alors, bien sûr, si on fait un article sur le site local de ta commune qui a 50 habitants, aux yeux de Google, ça aura bien sûr beaucoup moins d'impact que si on fait un article sur le site du Courrier international et aussi du Monde. Le côté, en fait, comment dire, le côté popularité, on va dire, du site internet qui te fait un lien va aussi permettre d'augmenter plus facilement ton référencement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des campagnes de netlinking, c'est ces fameux backlinks qui est quelque chose qu'on a tendance à négliger parce qu'on ne connaît pas, mais qui est vraiment très 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 important à faire et c'est très performant. Alors par contre, attention, il ne faut pas te dire ah ouais, Claudia m'a parlé du netlinking, je vais faire 50 liens aujourd'hui, donc je vais demander à 50 personnes de me faire un lien vers mon site, puis après plus rien. Non, il faut faire attention, c'est quelque chose qu'il faut faire par parcimonie de temps en temps, parce que si tu veux faire trop de liens d'un seul coup, Google n'aime pas trop les backlinks, il va se dire attends, elle essaie de me forcer la main, et ça va être l'effet inverse, il va te plonger au niveau du référencement, voire te blacklister. Donc le netlinking, les backlinks, oui, mais à faire une dizaine par-ci, une dizaine par-là, etc. Ça va dépendre aussi de ta concurrence. Mais pas faire un seul bloc comme ça, sans lien, et après je fais plus rien, non. Et c'est surtout à faire tout au long de la vie du site. Ça, c'est vraiment très très important à faire. Et il y a un dernier truc que j'ai pas pensé à parler, c'est ce qu'on appelle les URL. Donc forcément, tu as ton nom de domaine mamizette.com et ensuite, à chaque fois que tu vas créer une page, elle va avoir une URL. Donc par exemple, je vais cliquer sur à propos. Et là, l'adresse de la page, c'est mamizette.com/a-propos-de-mamizette. Ça, quand tu crées une page, alors par contre, attention, je le dis maintenant pour pas que tu fasses tête baissée, quand la page est créée, on ne change pas l'URL. D'accord? Alors, on peut le faire, mais il faut savoir le faire techniquement. Donc, c'est pour ça que je te dis, par exemple, sur cette page à propos,
tu laisses tomber. Sur tes prochaines pages que tu vas créer ou sur tes articles de blog, il faut penser à optimiser l'URL avec des mots-clés et en relation avec le contenu de la page en elle-même. Par exemple, on enlève les deux, tout ce qui est les prépositions, les articles, etc., on les enlève. Sachant que Mamisette, c'est déjà ici dans ton nom de domaine, on aurait pu mettre tout simplement un mot-clé cadeau grands-parents. Bon, là, je fais assez rapidement parce que, comme je t'expliquais, il faut d'abord faire une étude approfondie de tes mots-clés et ensuite, tu vas t'en servir après pour tout, tes titres, tes sous-titres, etc. Et aussi ces fameux URL. Donc ça, ne fais pas ça sur à moins que tu saches le faire, mais sur les pages qui sont déjà faites. Parce que si tu le fais, si tu décides, ok, à propos de Mamisette, c'est pas bien, je vais l'optimiser et je vais mettre un texte avec des mots-clés pour l'optimiser au niveau du référencement, et que tu ne sais pas faire, qu'est-ce qui va se passer? Google, lui, il a déjà enregistré dans son moteur de recherche à propos de Mamisette. Et si tu lui dis pas à propos de Mamisette n'existe plus, maintenant c'est cadeau-grands-parents, il va pas comprendre et du coup ça va avoir un point néfaste, ça va être néfaste pour ton référencement. Donc c'est pour ça que quand on ne sait pas faire, on ne change pas les URL des pages qui sont déjà créées. Par contre, pense pour tes prochaines pages, pour tes prochains articles de blog, dès que tu crées un article, tu peux changer l'URL et pense à ça. On enlève les articles, etc. On fait quelque chose de simple avec des mots-clés pertinents par rapport au contenu et par rapport aux mots-clés de ton site internet. Donc voilà pour la partie référencement. Elle était un petit peu longue. Ma recommandation, c'est vraiment te poser pour savoir qu'est-ce que tape l'internaute pour trouver mon produit, pour trouver ma misette. Et une fois que tu as vraiment réussi à trouver ces fameux mots-clés, et notamment ces questions, ces besoins, ces problématiques, retravailler un petit peu ton texte, optimiser cette page d'accueil aussi pour qu'elle soit plus longue en termes de contenu, et derrière aussi créer des articles de blog pertinents avec ces mots-clés que tu auras trouvés pour pouvoir être référencé sur des mots-clés spécifiques. Et une fois que tu auras fait tout ça, que tout sera nickel, peut-être voir ensuite pour tout ce qui est de la partie netlinking. On va maintenant parler de la performance du site. Alors, comme je le dis à chaque fois, je me répète, je sais, mais ces audits de sites sont faits pour les entrepreneurs qui ont un site internet, mais qui n'ont aucune connaissance technique. C'est pas des webmasters, c'est pas des agences web, etc. Donc, cet audit de site est vraiment fait pour leur expliquer comment fonctionne le web, leur site internet, et trouver des astuces concrètes sans aucune connaissance technique pour pouvoir l'améliorer. C'est pour ça que si un puriste, un webmaster, une agence web regarde les audits de site, va se dire mais l'audit n'est pas complète. Au niveau de la performance notamment, parce que je ne peux pas et je ne veux pas surtout rentrer dans les détails trop techniques pour vous perdre. Voilà, c'est pour ça que je reste assez simple au niveau de la performance, que je ne détaille pas tout de A à Z pour que ça reste tout simplement applicable pour toi par la suite. Alors, au niveau du site Mamisette, au niveau de la performance, donc ce que j'ai tendance à dire, la première chose à voir sur un site internet, c'est si ton site bouge dans tous les sens, c'est-à-dire si tu as plein d'animations, c'est chouette, c'est magnifique, mais c'est à oublier. Pourquoi? À partir du moment où il y a des trucs qui bougent sur un site internet, mais il faut le faire bouger. Donc du coup, il faut du code derrière qui est un petit peu plus lourd, et du coup, ça va ralentir ton site internet, il va être plus lent à se télécharger, notamment sur mobile, et il faut savoir que la notion de performance, c'est-à-dire que ton site s'ouvre rapidement, est très rapide sur mobile, etc., rentre en compte dans le référencement. Google va regarder ton contenu rédactionnel, le côté technique du site, mais aussi, bien sûr, si ton site est rapide. Donc, si ton site a plein de trucs qui bougent dans tous les sens, il faut savoir qu'il va être beaucoup plus lent que les autres. Donc ça, c'est à oublier. Sur Mamisette, c'est top, c'est pas le cas, on n'a rien qui bouge, et moi, ça me plaît. Donc il n'y a rien à dire là-dessus, t'as pas d'éléments qui bougent, j'ai pas vu de vidéo sur ton site, j'ai pas fait gaffe, mais si jamais vous voulez mettre des vidéos sur votre site internet, je vous conseille fortement de ne pas les mettre directement sur votre page,
donc ce qu'on appelle sur votre serveur, sur votre site internet, mais de les mettre d'abord sur votre chaîne YouTube, donc de se créer une chaîne YouTube, de mettre les vidéos sur YouTube et ensuite tout simplement de copier, de partager la vidéo YouTube sur votre site. Pourquoi? Parce que du coup, c'est pas votre site où est hébergée la vidéo, c'est YouTube, donc du coup, ça va pas ralentir votre site si la vidéo est ailleurs. Par contre, si vous la mettez directement sur votre site internet, ça va vraiment ralentir la vidéo. Et aussi, petite astuce, alors on commence à en voir de moins en moins, parce que je pense que les gens ont compris. Pendant un moment, on n'arrêtait pas de voir, dès qu'on arrivait sur la page d'accueil, une énorme vidéo qui se mettait en route. Alors c'est magnifique, parce qu'il y a en plus voilà, il y a de très très belles vidéos, sauf qu'une vidéo, c'est lourd, ça met du temps. Et même si elle est sur YouTube, elle met du temps et elle va ralentir votre site. Donc pas de vidéo en gros ici sur la page d'accueil du site. Vous pouvez mettre des vidéos au sein de votre page, mais des vidéos qui ne doivent pas se lancer automatiquement. D'accord? Il faut vraiment cliquer sur le bouton pour qu'elles se lancent. Ça, c'est un petit point important. Ensuite, on va parler, bon voilà, t'as juste ça qui bouge au niveau du témoignage, mais ça fait pas ralentir le site, ça va, il n'y a pas de souci. Et surtout, comme je t'ai préconisé avant, plutôt que quelque chose comme ça qui bouge, plutôt faire 3 encarts où on puisse vraiment lire les témoignages avec un bouton derrière, en dessous, pardon. Tous les témoignages, on clique dessus et ça renvoie sur tous les témoignages. On va parler des images. Alors, il faut savoir que les images ont 3 caractéristiques. Elles ont un nom, elles ont un poids et elles ont une taille. Et ces 3 caractéristiques, il faut les modifier avant d'insérer ton image sur ton site internet. Alors, je vais te prendre un exemple. Hop, par exemple, cette image qui est ici. Donc ici, tu vois, elle est en petit ici sur ton site. Et en fait, quand tu l'as téléchargée, elle est beaucoup plus grande. Ça, c'est la taille de l'image. Le poids, on ne le voit pas, mais là, tu vois la taille de l'image, elle est beaucoup plus grande. Et elle s'appelle design-sans titre-10. Ça, c'est le titre, le nom de ton image, pardon. Donc, il faut savoir que le nom des images a un rôle aussi sur le référencement. C'est-à-dire que dans le nom des images, il faut aussi que tu mettes tes mots-clés. Et Google va aussi scanner le nom de tes images et voir ces fameux mots-clés. Donc, ça va permettre d'optimiser ton référencement. Donc là, tu vas me dire, j'ai du boulot à faire. Et oui, c'est vrai que malheureusement, il n'y a aucune de tes images qui est optimisée. Par exemple, celle-ci, elle s'appelle 6. Tu vois? Donc, quand tu auras fait le point par rapport à tes mots-clés, donc les mots-clés qui sont importants, donc les mots ou les phrases que tapent les gens dans Google pour te trouver, il faudra que tu penses au niveau de tes images à renommer tes images. Donc ça se fait avant de l'insérer sur le site, hein, puisque c'est le nom de l'image, c'est sur ton ordinateur que tu vas faire ça. Donc par exemple, celle-ci, elle aurait pu s'appeler Mamisette-coffret-cadeau-mamie, par exemple. Et quand tu veux nommer les images de la même manière, plusieurs images, à la fin, tu fais -1, -2, -3, etc. Donc, pose-toi au niveau de tes mots-clés et une fois que c'est fait, pense à renommer, alors peut-être les futures images que tu vas mettre, mais ce serait bien de faire ce travail pour toutes les images actuelles. Le nom des images est très important pour un site internet, ça optimise le référencement. Ça, c'est au niveau du nom. Ensuite, tu vois, ton image ici, elle est de cette grandeur, et en réalité, tu l'as téléchargée beaucoup plus grande. Avant de télécharger l'image sur ton site internet, tu dois lui donner la bonne taille. Alors pour ça, tu as différents sites. Donc tu as ce site-là qui va te permettre de changer la taille des images. C'est pareil, souvent quand on prend une image libre de droit sur un site internet ou une image qu'on a pris avec notre téléphone portable, notre smartphone, elles sont très grandes et elles ne sont pas du tout optimisées pour un site internet. Donc par exemple, je vais te télécharger celle-ci pour te montrer. Hop, il suffit de faire télécharger l'image. Et de changer tout simplement la largeur, de la redimensionner et de la retélécharger derrière. Donc ça, c'est vraiment important de redimensionner l'image avant de la mettre sur ton site internet.
Et la troisième chose à faire, une fois que tu as fait le nom et la taille, c'est de modifier le poids. Alors le poids, on ne le voit pas visuellement, mais par contre, si tu prends une image de ton smartphone directement ou d'une image libre de droit sur une banque de données, elle sera forcément pas adaptée à un site internet. Donc tu as ce site-là qui te permet en fait de modifier le poids, donc de diminuer le poids de l'image sans modifier la qualité. Ton image sera tout simplement correcte. Donc tu peux ici tout simplement cliquer ici et mettre plusieurs images directement. Une fois que c'est fait, tu as le petit bouton ici, tu télécharges et ensuite, seulement à ce moment-là, tu vas pouvoir mettre ton image sur ton site internet. J'ai juste oublié ici pour le nom des images, ici, il n'y a pas d'espace entre les mots. Quand on veut faire un espace, en fait, comme tu as fait, on met un tiret. Et surtout, il n'y a pas de caractères spéciaux. C'est-à-dire pas d'accent aigu, pas d'arrobase, pas de point d'exclamation, etc. On reste sur des lettres basiques. Pourquoi? Sinon, il y a un risque. Alors, c'est moins le cas maintenant, c'était le cas il y a quelques années, mais ça pouvait arriver que les images ne s'affichaient pas sur les navigateurs. Et surtout, par contre, une chose qui est sûre, c'est que toutes les images qui ont des caractères spécifiques et accent aigu, arrobase, etc., ne seront tout simplement pas sauvegardées. Je dis n'importe quoi, ton site demain plante, tu es obligé de remettre une ancienne sauvegarde, toutes les images qui étaient mal nommées n'ont pas été sauvegardées, donc tu ne verras plus ces images. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Et c'est aussi quelque chose que je vous conseille de faire dans les images, mais aussi les fichiers au sein de votre ordinateur, etc. Parce qu'il y a un risque que ça ne se sauvegarde pas. Donc voilà pour la performance. Dernier petit truc, si j'ai juste regardé au niveau de la version mobile, donc j'ai regardé sur mon smartphone, il n'y a pas de souci. Ben, seulement au niveau du menu, en fait, comme tu n'as pas de menu à ce niveau-là, où tu as juste questions fréquentes, qu'est-ce qui se passe quand les gens cliquent ici? Ils voient juste questions fréquentes. Donc en fait, au tout début, quand j'ai cliqué sur smartphone, j'ai cru que ton menu ne marchait pas, étant donné que tu n'as pas ici de menu. Donc pense vraiment à travailler ça, parce que c'est encore beaucoup plus flagrant sur smartphone, et surtout que la plupart des gens maintenant regardent sur smartphone plutôt que sur ordinateur. Alors, on va maintenant parler de ton offre. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la particularité, en fait, c'est voilà, par rapport à d'autres sites internet où souvent on a plusieurs prestations, par exemple pour un sophrologue, un naturopathe, etc., où on va avoir une page d'accueil avec un onglet Mes offres, avec les différentes offres, on clique dessus et ensuite on arrive sur la page d'offre type. Toi, c'est vrai que ta page d'accueil, pour moi, reste ta page d'offre, entre guillemets. Tu n'as pas besoin d'une page dédiée par rapport à ça. Du coup, on a déjà parlé de la page d'accueil tout à l'heure, mais je vais un petit peu détailler ce que tu pourrais en fait améliorer. Donc, comme j'expliquais ici, sur une offre, on part toujours de la promesse. Donc là, c'est pas trop mal. À travailler, bien sûr, en termes de mots-clés. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ensuite, on ne va pas parler du service de suite. Tu vas vraiment parler en termes de problématiques. Il faut que les personnes, quand elles lisent les besoins, les problèmes, elles se disent, mais c'est de moi qu'elles parlent. Tu vois? Si par exemple, je te donne un exemple d'une de mes offres, ici j'ai la promesse, ensuite je parle de la problématique. Tu vois? Tu as fait un site, tu étais super contente de le faire, etc. Mais en fait, tu te rends compte que rien ne se passe, ton site te rapporte très peu de clients, c'est un labyrinthe, tu n'y comprends rien, etc. Donc là, tu parles vraiment des problématiques. Ensuite, tu vas expliquer ici ben, pourquoi tu as créé cette offre. Donc, comme je t'expliquais, hein, je vais me répéter un petit peu sur cette page d'offre, mais je pense que c'est important. Faire un mix de ce que tu as fait ici et après cette page à propos, peut-être détailler peut-être un peu plus qui sommes-nous et tes partenaires. Mais vraiment, c'est important d'avoir sur la page d'accueil, après les besoins, les problématiques, pourquoi tu as fait ça. Ensuite, tu vas parler
des bénéfices de l'offre. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Un peu plus par rapport à ça, tu vois, les bénéfices de l'offre. Tu peux mettre les témoignages. Les témoignages, on peut en mettre plusieurs, hein, ça c'est pas un souci, tu peux mettre les témoignages. Ensuite, tu vas en effet parler ce que c'est, le concept de Mamisette. Donc pour moi, il faut le détailler un peu plus ça, le concept de Mamisette. Ça, c'est important. Après, ce qu'on retrouve aussi souvent, alors moi je ne l'ai pas mis, mais pour qui est Mamisette et pour qui n'est pas Mamisette, pourquoi ce serait important pour toi. Après, tu peux faire des blogs comme ça. Les témoignages. Alors, les bonus offerts, c'est toujours un plus sur une offre d'avoir des bonus, c'est-à-dire que tu prends Mamisette et en plus, tu as ça. J'ai pas d'idée en tête ce que tu peux offrir par rapport à Mamisette. Après, c'est peut-être directement dans le comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant pour dire ça c'est vraiment un bonus pour toi à voir, mais ça les bonus c'est toujours un plus pour passer à l'action, passer à l'achat. Ce qui serait important de mettre aussi c'est ta garantie. Alors moi par exemple je propose 30 jours satisfait ou remboursé. Tu vois par exemple certaines personnes qui disent au bout de ma formation, si tu n'as pas de résultat, je te rembourse la formation, etc. C'est important ici aussi sur ta page d'accueil de parler de cette fameuse garantie, car on ne la voit pas. Alors ça peut être simplement les 14 jours, voilà. Mais la garantie, c'est pareil, c'est pas forcément une notion de jour ou etc. Hein, c'est à toi de voir, mais ça va apporter de la confiance. Il faut savoir que les personnes ont vraiment maintenant besoin de confiance avant d'acheter. Et après, ce que tu dois voir souvent sur certaines offres, ce que tu n'as pas toi, alors qui n'est pas facile à faire, hein, je ne vais pas te le cacher, c'est la valeur. En fait, en général, on reprend tout ce que tu as fait. Voilà, il y a ça, ça, ça. Tu listes ce que c'est Mamisette, quelles sont en fait les choses que les personnes vont avoir, vont accéder une fois qu'ils vont s'abonner, et du coup mettre une valeur par rapport à ça. Et leur dire, normalement, la valeur de Mamisette, c'est tant. Mais au final, toi, tu ne paieras que ça. Voilà. Alors, je sais que c'est un peu marketing et c'est un peu décrié aujourd'hui parce que justement, il y en a qui ont trop misé là-dessus au niveau marketing et qui ont fait tout et n'importe quoi avec cette notion de valeur et qui ont gonflé les prix par rapport à ça. Donc, à toi de voir si tu veux le faire ou pas, mais c'est aussi un petit plus. Bon, sachant que toi, la difficulté, c'est que tu as plusieurs abonnements, tu as plusieurs formules. Par contre, c'est bien d'avoir mis ça, la premium, la formule préférée des familles. Ça, c'est hyper important. Et ça, les prochaines étapes, donc le concept, tu l'as fait un petit peu. Hein. Et c'est pour ça que je te disais qu'il faut le détailler un petit peu plus. Une fois que j'ai pris donc comment ça fonctionne, mais comment ça se passe. Tu vois, 1, je clique sur le bouton, je prends mon abonnement. 2, je réalise mon paiement. 3, je peux me connecter à ma plateforme, etc. Le faire un petit peu plus, tu vois, au niveau des étapes, ce soit peut-être un petit peu plus simple. Parce que ton image est sympa, mais elle n'est pas assez visible, en fait. C'est par rapport à ça. Il te manque vraiment pas grand-chose par rapport à ta page d'offre et d'accueil, parce que pour moi, c'est la même, pour que ce soit vraiment top. C'est juste des petites choses à ajuster que tu dois faire et la faire en question à part. Ça, c'est important. Et toujours, voilà, ton bouton qui part sur l'abonnement directement. Il faut vraiment leur montrer l'utilité de Mamisette et de voir que c'est quasiment que pour eux, en lisant, en fait, notamment là en travaillant sur les problématiques et les besoins, ils se disent oui, non mais c'est obligé, il faut que j'achète, c'est vraiment un plus pour mon lien avec mes grands-parents, par exemple. Il faut vraiment, vraiment miser là-dessus. Le contenu rédactionnel est vraiment très, très important. Et il y a un dernier point que je voulais aborder avec toi. Là, par exemple, tu as marqué production française. Eh bien, tu vois, justement, ça, je trouve que c'est un point qui est super. Par contre, je supprimerai cette page
et je mettrai le contenu dans la page d'accueil. Parce que ça, pour moi, c'est un plus, tu vois. Parce qu'il existe beaucoup de plateformes, etc., en fait, qui sont internationales, qui sont en différentes langues, qui sont pas du tout françaises. Toi, c'est vraiment une production, voilà, normande, française, fait avec le cœur, et du coup, on le retrouve pas assez sur la page d'accueil. Donc, pour moi, cette page-là, elle est à supprimer, et son contenu, tu fais un bloc au sein de la page d'accueil. Ça, c'est hyper important. Et un autre truc que je voulais voir avec toi, alors attention, voilà, par exemple là tu as j'offre ma misette pour Noël, fête des mères 2025, tu vois, la fête des mères 2025 elle est passée, Noël est passé, faire attention à ça. Soit tu mets des noms des boutons où tu es sûr que tu n'as pas besoin de changer le texte par rapport aux périodes, soit tu te mets un rappel dans ton petit Notion, tu comprendras pourquoi, et de changer à telle date le texte de mon bouton. Et ça, c'est pareil, fête des mères 2025, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Ou alors, tu... Ah oui, en fait, ouais, c'est une offre que tu avais faite. Ok, d'accord. Ok, alors quand tu fais des offres comme ça, pense vraiment à les supprimer quand elles ont plus lieu d'être. Ça, c'est important. D'accord. Et autre point, ta page idée cadeau, là. Alors, j'appellerais ça un lead magnet. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un lead magnet, en fait, c'est un cadeau gratuit qu'on va offrir aux personnes. Elles vont laisser leur nom, leur prénom et leur adresse mail en échange d'un cadeau. Donc là, entre guillemets, c'est 8 idées. Donc c'est 8 idées de cadeaux de Noël pour les grands-parents qui n'ont besoin de rien. Et du coup, ça va nous permettre de récolter l'adresse mail et de continuer la conversation, d'envoyer des autres mails avec la personne pour lui montrer notre expertise, la mettre en confiance, etc. Et à un moment donné, lui dire, bah, tiens, voici le produit que je vends, achète. Bon, je grossis, hein. Mais c'est un moyen de récolter des adresses, de récolter des prospects pour en faire au fur et à mesure des clients. Donc ça, c'est une très bonne idée. Par contre, je le ferai totalement différemment. Je t'explique. Un lead magnet, il y a deux choses à faire. Je vais te montrer sur mon site internet. Voilà. Il y a ce fameux pop-up qui va s'ouvrir sur ton site. Donc moi, je ferai ça. Je ferai le fameux pop-up qui s'ouvre sur ton site et qui propose, suivant justement la saisonnalité, etc., ton idée cadeau. Donc ton pop-up, ce serait un texte avec le formulaire pour s'inscrire. Donc j'enlèverai idée cadeau et fête des mères d'ici. Ça supprime, ça n'a rien à faire sur ton site. On ne doit pas visuellement le voir. Quand c'est la fête des mères, eh bien, tu fais un pop-up sur ton site, fête des mères, etc., code promo, etc., recevez-vous de code promo, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. On fait un pop-up qui arrive sur notre site. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle une landing page, donc c'est-à-dire que ça va être une page, mais qui ne va pas être dans les différents menus de notre site internet. Par contre, sur laquelle on va communiquer sur nos réseaux sociaux, sur nos vidéos YouTube, dans nos mailings, etc. C'est en fait exactement ce que tu as fait, ce que j'ai fait pour mon audit de site. J'ai communiqué dessus sur LinkedIn, par exemple. J'ai mis un lien. Tu veux ton audit de site gratuit? Clique ici. Donc, Marion, c'est ce que tu as fait. Et tu es tombé sur ma landing page où j'explique ce que c'est l'audit de site. Donc là, je te fais pareil, ma promesse. Ici, je parle de tes besoins, de ta problématique. Et ensuite, je vais expliquer comment ça va se passer, l'audit de site. Tu t'inscris gratuitement, tu es prévenu par mail, voilà, etc., etc. Et ensuite, le formulaire pour t'inscrire. Et ensuite, toujours un petit texte par rapport à toi, pourquoi tu fais ça, qui es-tu, etc. Donc moi, ce que je te propose, c'est de mettre un pop-up qui peut changer suivant les saisons, tes envies, Noël, fête des mères, etc. Quand il n'y a pas de saison, d'en mettre un idée cadeau.
et à la limite peut-être faire 8 idées de cadeaux pour les grands-parents qui n'ont besoin de rien, enlever peut-être le Noël. Donc ça, c'est le pop-up. Par contre, sur la fameuse page qui va parler de l'idée cadeau, ne pas mettre que ça, parce que les personnes, ça ne va pas les intéresser. D'accord? Il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu fasses une page détaillée qui explique ton lead magnet, qui explique cette offre gratuite, avec la promesse, la problématique, mais qu'est-ce qui va se passer une fois que tu te seras inscrit au formulaire, etc. etc. Donc c'est une page simple, hein, c'est très simple. Et du coup, tu vas pouvoir communiquer sur cette page que tu as réalisée, sur tes posts Facebook, Instagram, avec les newsletters que tu vas envoyer à ta liste d'emailing, etc. Donc ça, c'est important à travailler. Donc c'est le côté marketing qu'on oublie souvent, qui est long à faire, mais qui est vraiment très performant. C'est-à-dire faire ce fameux pop-up. Alors attention, il ne faut pas offrir un cadeau pour offrir un cadeau, il faut vraiment offrir quelque chose de valeur, parce qu'on en a marre de télécharger des trucs qui nous servent à rien. Donc il faut vraiment faire quelque chose de percutant et performant, de faire aussi un pop-up qui soit aussi percutant et performant, et de faire une landing page, donc tu l'enlèves de tout ça, et tu communiques dessus via les réseaux sociaux, etc. Alors, cet audit de site a été un petit peu long. Et c'est vrai que d'habitude, je ne fais pas d'audit de site sur des produits, on va dire. Je suis plus vraiment dans tout ce qui est service, coaching, bien-être, etc. Mais c'était hyper intéressant de faire cet audit de site. Et en plus, voilà, je te le redis, Marion, mais j'adore cette idée. Donc, les principaux points à travailler pour toi, c'est vraiment te poser sur les fameux mots-clés. Comment je peux me faire connaître? Ça, c'est important. Donc, regarde un petit peu ce que fait sur des sites tels que Linode, Familéo ou autres. Regarde aussi leur blog sur quoi ils ont communiqué pour se faire connaître. Donc, travaille vraiment ces mots-clés pour retravailler ta page d'accueil, notamment en travaillant vraiment ici les problématiques et les besoins de tes clients. Ça, c'est hyper important. Avoir plus de contenu rédactionnel sur cette page d'accueil. Travailler le titre de tes images. Donc ça peut être dans un second temps parce que je sais que c'est assez long à faire. Voilà. Travailler ton blog. Le blog, c'est quelque chose qui est long. Je ne vais pas vous le cacher. Hein. C'est quelque chose qui est long et qui n'a pas des répercussions à court terme. On voit notre travail qu'on a fait sur un blog 6 mois, 1 an et demi après. Donc c'est pour ça que souvent les personnes arrêtent d'en faire, arrêtent de faire des articles. Mais c'est vraiment, pour moi, la solution pour se faire connaître et vraiment être performant au niveau du référencement, au niveau de Google, par exemple. Donc pensez à ça, pensez à travailler le blog, pense à travailler, Marion, ton blog, c'est hyper, hyper important. Et voilà pour cet audit de site. J'espère, Marion, que ça va t'aider pour améliorer ton site internet. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Et vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas aussi à poser des questions sur votre propre site en commentaire. Pensez surtout à vous abonner et regardez ici la prochaine vidéo. À très vite.